Alors, le directeur, est-ce que de envoyer des liens? Ah, cool. Bonsoir, bonsoir. Oui, on est arrivé. Il va falloir couper Allô, sûrement le allô? début. Oui, bonsoir. Allô, allô? Oui, Allô? vous m'entendez? Oui, 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 super, super, super. Ah, super, Bon, super, on un est peu de trois stress. alors. Il nous reste 55 secondes, mais effectivement, c'est bon. Alors, je vous montre ma magnifique console. Hein, donc, j'ai mes écrans, là, avec mes enregistrements, tout ça. Là, j'ai la console. Là, j'ai mes traitements de son pour envoyer. Et normalement, le studio, les invités sont ici. Voilà, avec au fond la salle de rédaction. Voilà, voilà, voilà. Bon. Bon, bah, je suis contente que Luc m'avait expliqué comment créer un live. Ben, vas-y, vas-y, vas-y. On est en direct là sur Internet? Oui, du coup, c'est en direct. Eh ben, bonjour à tout le monde. Ce sont les aléas de la technique. Oui. Ah, je place le téléphone comme ça au milieu du casque pour que vous puissiez avoir le retour de ce qui est diffusé. Allô, allô, est-ce que vous entendez ce qui est diffusé? Là, si je fais ça, vous Moi, j'entends l'entendez? très bien. Bon, J'entends très bien. on lance le direct maintenant. Gaël, on t'entend pas, je pense. Enfin, moi, je t'entends pas. C'est normal. Bonjour et bienvenue sur RLP, Radio Libre en Périgord, Famille, Justice, Enfance, dans ce nouveau direct aujourd'hui. Alors, un spécial cas technique, nous sommes en direct aujourd'hui sur Internet avec Gaël Costemenier, Sarah et peut-être Sam nous rejoindra plus tard, nous verrons. Donc en direct sur RLP 102.3 FM. Alors déjà, au niveau technique, est-ce que Facebook Live, là, est-ce que vous m'entendez? Allô? Moi, j'entends bien. D'accord, donc Sarah Et m'entend. Gaël, est-ce que tu nous entends? moi, Gaël, je t'entends pas. Non, Gaël, nous ne t'entendons pas. Tam, tatam, tatam, tatam. Ce sont les aléas du direct. Gaël, tu n'as pas de son. Donc, Gaël Costemenier qui intervient ce soir pour un live intitulé Est-ce que là Violence c'est sur mieux? enfants. Là, Oui, c'est quelque chose mieux vient de de se débloquer. Nous entendons quelque chose monter d'arriver. ici. Est-ce Oui, que là tu Gaël, m'entends tu n'as mieux? pas. Ouais, ta connexion n'est pas super, mais on t'entend un peu mieux. Très bien. Bon, alors, D'accord. Gaël, Est-ce que tu peut-être m'entends? connecte-toi. Oui, un peu. Déjà, est-ce que vas-y, Petit peu, pas parle du un tout. petit peu, 1, 2, présente-toi, s'il 3. te plaît. Oui, vas-y. Alors, attends. Comment c'est possible? Tu es Je en comprends une direct, seconde. Gaël, là. C'était. Bien. Est-ce que tu m'entends là?
Ben, toujours, je t'entends toujours, mais j'aimerais que tu parles un petit peu, que tu sois avec nous, parce que tu es actuellement en direct à l'antenne. Est-ce que toi, tu nous entends? Un petit peu mon micro. Non, on ne Comme nous ça. entend pas là. Bon. Alors, Gaël Costemenier ce soir qui va parler 1, 2, 3. de 1, 2, 3. parentale. Oui, 1, 2, 3. Moi, je vois bien la barre bouger sur l'équaliseur, mais Oui, oui, mais est-ce que toi, tu nous entends déjà? Parce que nous, on t'entend. J'ai fait 1, 2, 3 souvent là. Mais, Stéphane, je ne sais pas où il est, c'est dans les limbes. non, visiblement, il ne nous entend pas. Pour ma part, Stéphane? Bon, donc moi, C'est toi, j'entends j'entends pas, Sarah, mais voilà, j'entends Sarah, mais j'entends pas Gaël. Ok, alors peut-être qu'on va faire différemment, je ne sais pas, il a disparu. C'est pour ça qu'il faut se connecter avant, les amis, pour faire des tests de son. Ça sert aussi à ça, parce que là, nous sommes en direct. Donc, aliénation parentale est un thème qui aujourd'hui est assez décrié. Qu'est-ce que l'aliénation parentale? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'en parler? Pourquoi est-ce que cette thématique est si compliquée à aborder? Non, l'aliénation parentale n'est pas une création d'un psychiatre qui s'appelle Gardner, parce que, de la même manière que Volvic n'a pas inventé le concept d'eau en bouteille, ce psychiatre Gardner n'a pas inventé le fait qu'un enfant puisse être monté contre l'un de ses parents par l'autre. C'est quelque chose qui existait avant qu'on mette un nom dessus. Donc l'aliénation parentale, qui est une souffrance pour beaucoup de gens qui sont exclus et qui est dans notre système un effet induit, on va dire induit par les temps de traitement, de gestion, notamment de la gestion des séparations, de la recomposition familiale, qui a fait que l'enfant est exposé aux pressions et parfois, pour s'adapter à son environnement, va se positionner d'une telle ou telle manière. Donc, je refais un... Allô, Cognac J, est-ce que Cognac J, vous nous entendez? Allô, Gaël, est-ce que tu nous entends? Alors, je t'entends très bien, Stéphane. Et j'entends Sarah aussi, on a fait un test juste avant aussi. Ah, ben c'est magnifique. Ok, donc là, c'est parfait. Écoute, nous sommes à l'antenne. J'ai fait une petite introduction. Donc voici, c'est le départ de violence sur enfant et aliénation parentale. Bah, écoute, première question, aliénation parentale, j'ai essayé de présenter, de planter un peu le décor, mais qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est un thème qui fait autant réagir, qui est autant décrié? Alors, qu'est-ce que c'est déjà? L'aliénation parentale, c'est quand, lors d'une séparation, l'un des parents fait de l'enfant non pas un être en construction et en devenir, on pourrait parler de l'infantile en psychologie, mais il fait de cet enfant en fait un objet de plaisir narcissique pour lui-même, d'accord, c'est une sorte de miroir de ce que le parent souhaite être, et puis c'est aussi un objet de nuisance et de violence envers l'autre parent qui va être un parent exclu. Et donc forcément, faire de l'enfant un objet, c'est le soumettre à une maltraitance, à une certaine violence. Et souvent aussi, dans l'aliénation parentale, ce qu'on a, c'est que l'on a ce parent-là qui est dit aliénant, va placer l'enfant dans une position de responsabilité de pseudo-adulte, c'est-à-dire lui poser des questions pour tout, pour des choses qui sont des sujets d'adultes. Donc c'est très séduisant pour l'enfant, parce il est considéré comme une personne qui a du pouvoir. Ce faisant, ça n'apprend pas à l'enfant certaines limites, mais surtout, ça place l'enfant dans une position qui est ambiguë vis-à-vis de ce parent aliénant, parce que finalement, cet enfant se retrouve à prendre une place qui a été la place de l'autre parent, qui est détruite par ce parent aliénant. Donc, c'est une sorte de situation un petit peu toxique entre le parent aliénant et l'enfant, et c'est une situation qui peut devenir, potentiellement, ce qu'on appelle incestuelle. C'est-à-dire que quand on parle d'inceste, c'est ce qui est incestueux, quand il y a des actes, et ce qui est incestuel, c'est ce qui est dans cette ambiguïté d'une relation où il y a une forme de séduction entre le parent aliénant et l'enfant. Donc là, c'était pour qu'est-ce que c'est. Après, pourquoi ça fait réagir? En fait, déjà, c'est un sujet qui est étudié par des professionnels de psychologie, de pédopsychologie, etc. On pourrait en citer plusieurs, même certaines personnes qui sont assez célèbres, je pense notamment à Marie-France Irigoyen, qui a participé à l'élaboration de la loi sur le harcèlement au travail. Et c'est intéressant parce qu'on trouve dans les personnes qui font du harcèlement au travail, mais dans diverses violences, on trouve des personnes qui ont des profils, effectivement, qui exercent des emprises. Et en fait, le fait d'exercer une emprise, ça amène plusieurs situations. Avec un enfant, ça amène l'aliénation parentale. Et en fait, cette notion d'aliénation parentale est malheureusement assez peu connue.
Et il y a, je pense, certains quiproquos à son sujet qui méritent d'être déconstruits. Parce qu'il y a des milliers d'enfants, dizaines de milliers d'enfants qui vivent ces situations-là. Et il est important de penser à eux et de les protéger. Oui, parce que en fait, le concept de dire qu'un enfant, un enfant qui cherche beaucoup à plaire à ses parents par définition, hein, le fait qu'un enfant soit manipulable par un de ses parents, soit une victime en fait d'un conflit familial, intellectuellement, ça pose problème à personne. Tout le monde le conçoit très bien, tout le monde l'envisage absolument bien. Mais pourquoi est-ce qu'on dit, dès qu'on dit aliénation parentale, on va déjà arriver en disant ouais, il ne faut pas dire ça, c'est pas possible. Et visiblement, il y a plusieurs concepts qui se mélangent, il y a certaines incohérences là dans le raisonnement. Alors tout à fait, il y a des choses. En fait, les choses sont pas claires parce que déjà, il se trouve que dans tous les fléaux qui touchent les enfants, il y a très massivement des adultes toxiques, dangereux, qui sont dans la manipulation. Et naturellement, ces adultes dangereux et toxiques sont dans la manipulation pas que des enfants, mais aussi des adultes de la justice, qui peut être instrumentalisée. D'ailleurs, Marie-France Régoyen l'explique très bien dans ses livres, hein, l'instrumentalisation de la justice. Pas spécifiquement sur l'aliénation parentale, mais notamment. Et donc, du coup, ces personnes-là, les personnes manipulatrices, dans toutes les situations de la vie de tous les jours, en général, créent des confusions. Et donc, effectivement, sur l'aliénation parentale, subit aussi cette situation. Sachant que toutes les personnes manipulatrices vont... j'ai un problème de son, je ne sais pas si c'est un peu bizarre. Tous les jours, en général, créent des confusions. C'est pas grave. Sarah, il faut que tu coupes ton son, que tu passes son casque peut-être, parce qu'il y a un retour de son dans un des micros de quelqu'un. C'est pas grave, vas-y. Vas-y Gaël, enchaîne, continue. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que des parents toxiques vont utiliser des fléaux effectivement existants pour discréditer l'autre parent. Et même si cet autre parent est... Sarah, coupe ton micro, ouais. Excuse-moi. Sarah, coupe ton micro parce qu'il y a un retour. Sarah, coupe ton micro. Vas-y, Gaël, continue, reprends. Et donc, pardon, oui, c'est les joies du direct, hein, c'est comme ça, il y a un petit peu de... Comme ça, voilà. On se forme, on apprend, mais c'est pas grave. Exactement. C'est très frais en même temps. C'est très frais en même temps. C'est du vrai. C'est du vivant, c'est du vivant. Oui, c'est ça. C'est très loin justement de... si on revient sur le thème, sur l'aliénation parentale, c'est très loin de l'aliénation parentale et de beaucoup de fléaux qui touchent les enfants, qui sont des fléaux très mortifères, qui enferment les enfants. Plus de fraîcheur au moins, là, tout à fait. Exactement, ça enferme les enfants et du coup, au contraire de ces scénarios, ça fait que l'enfant finalement va voir diminuer les relations normales qu'il peut avoir, les liens qu'il peut avoir normalement, et sachant qu'un enfant, plus il a le lien avec des personnes qui sont en soutien, plus ça va l'ouvrir au monde extérieur, plus il va développer des capacités, notamment sociales, mais aussi scolaires, parce que c'est un ensemble. Voilà. Faut pas oublier que l'enfant, c'est un personnage qui est sensible, en construction, qui est dans un monde qui est angoissant pour lui. Les enfants découvrent le monde en permanence, et c'est un monde qui est, c'est pas évident de grandir. On a un peu oublié que pour nous aussi c'était un peu difficile, mais c'est pas évident de grandir. Et les enfants, de ce fait, avec les dépendances qui sont les leurs, sont des êtres qui sont vulnérables. Oui, parce qu'on a tendance à projeter sur l'enfance en fait, des raisonnements d'adultes en se disant moi-même, je n'aimerais pas que. Mais en fait, c'est absolument hors sujet parce qu'un enfant en construction, dans un petit âge ou d'âge intermédiaire, enfin, même jusqu'au début de l'adolescence, n'a pas du tout les mêmes fonctionnements, les mêmes repères qu'un adulte qui est déjà construit, qui est déjà formé. Hein. Par exemple, la notion de vérité, de mensonge n'est pas la même chez un petit enfant que chez un adulte. Donc, on ne peut pas appliquer des grilles de lecture, des grilles de raisonnement à un enfant. Et c'est une erreur qu'on fait très souvent, je crois. Alors, tout à fait. Et justement, la question de la vérité est très intéressante, puisque en fait, tous les enfants, à un moment ou à un autre, n'ont pas dit la vérité. Voilà. Pour autant, ils n'ont pas tous menti. Et la différence est importante. Et les enfants essayent aussi de mentir. Hein, ils voient les conséquences. Quel enfant n'a pas menti de temps en temps On teste le monde, on regarde le monde, bien sûr. Teste le monde. L'enfant teste les choses, il teste l'univers qui l'entoure et il essaye de le comprendre et de s'en construire une représentation. Et c'est là qu'il va forger sa personnalité. Et quand il teste ce monde dans un environnement qui est toxique, qui est un environnement de manipulation, alors il y a un risque pour lui dans sa construction personnelle de futur adolescent puis adulte. Et ces risques-là, ils vont se répercuter sur lui pendant toute sa vie.
soit qu'il devienne lui-même une personne toxique dans ses comportements, puisque c'est ce qu'il apprend, soit que, ayant trouvé des moyens de se protéger mentalement, il va devoir déconstruire tout ce qui l'a influencé et des solutions qu'il a trouvées pour se protéger. Parce que l'enfant qui arrive à se protéger, il va trouver des mécanismes mentaux pour se protéger, mais après, il va devoir, sa vie durant, déconstruire ces mécanismes pour revenir vers ce qu'on appelle une certaine normalité. Et donc, du coup, les conséquences, quelles que soient les deux options, soit il devient lui-même manipulateur, soit il arrive à s'en protéger, dans les deux cas, il y aura des conséquences à vie pour l'individu qu'il est en train de devenir. Tout à fait, tout à fait. Moi, je cite toujours Alain Bourregba. Hein. J'ai eu la chance d'avoir la dernière interview qu'Alain Bourregba a livrée au Monde. Alain Bourregba qui a beaucoup travaillé sur la relation parent-enfant en milieu carcéral, milieu détenu, qui étaient des gens qui étaient en prison. Et il nous expliquait bien que un enfant, tout le monde sait que c'est un triptyque, il a besoin de cette décomposante et autres, mais que de lui couper l'accès à une de ces composantes fait qu'il allait idéaliser ou diaboliser cette composante et donc construire vraiment sa construction sur un imaginaire, et c'est le début du processus de la folie en fait quelque part. Donc il est vraiment intéressant que l'enfant, il est vraiment très, je dis pas intéressant, mais c'est primordial que l'enfant soit placé durant sa croissance et durant sa conception dans un environnement qui soit sain, qui soit fiable, dans lequel il peut y croire et dans lequel il n'y a pas de malignité, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de mensonge, le moins possible, parce que l'enfant sait aussi, hein, on a oublié que tous ces contes pour enfants, les contes de Grimm et autres, sont extrêmement violents. On parle quand même d'enfants qui se font dévorer. On a oublié que l'enfant dans la cour d'école sait ce qu'un conflit, il comprend très bien ce qu'un conflit et qu'un mensonge. Mais lorsqu'il est confronté à ses éducants, il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il soit présent et il ne faut pas qu'il y ait dénaturation. Et je pense que quelque part, ça soulève, là on parle de l'enfant dans son contexte, mais on peut en fait porter le questionnement plus largement sur l'ensemble de la société. Et quand on a un contexte qui est pas clair, hein, qui est un peu ambigu, on voit sur l'aliénation parentale, il y a des discours qui sont tenus qui essayent d'amener un déni du réel en disant que ça n'existerait pas. Donc là, on est dans le déni de l'enfant ne pourrait pas être manipulé, il ne pourrait pas y avoir d'emprise sur un enfant, ce qui est totalement naturellement indéfendable, sachant que les adultes eux-mêmes ne peuvent y résister à l'emprise. On le voit avec les sectes, on le voit avec malheureusement toutes les personnes qui ont connu une ou plusieurs relations toxiques avec des situations d'emprise. Quand je pense à des relations toxiques, je pense aussi à toutes les relations dans lesquelles il peut y avoir des violences. Tous les comportements en période d'élection, déjà. Mais, alors, on peut se poser la question, effectivement, aussi, hein, la relation des discours qu'on peut entendre dans les médias ou dans les politiques avec le réel. Oui, hein. Et les enjeux, dans un contexte d'enjeux. On l'apprend en PNL, les adultes dans les magasins, on sait bien que les produits sont placés à tel ou tel endroit, l'éclairage. Il y a une notion d'emprise, toutes ces manipulations quelque part. Et surtout, il y a un enjeu. S'il n'y a pas d'enjeu, la manipulation n'aurait pas de sens. Et donc, quand il y a un enfant qui est là, coupé d'un de ses autres parents, il y a un enjeu de pouvoir, il y a un enjeu de plaisir narcissique, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, cet enjeu va venir alimenter le parent toxique pour détruire l'autre parent, mais au-delà de l'autre parent, toute la famille et tout l'arbre généalogique de l'autre parent. C'est-à-dire que les enfants dans cette situation-là sont amputés de la moitié de leur famille. Et ça, c'est quelque chose qui est contraire à leurs droits fondamentaux, d'ailleurs, qui est un point assez fondamental aussi dans leur construction incomplète, malheureusement. Alors, maintenant que nous avons défini ce qui est quand même pour beaucoup une évidence, lorsqu'on l'explique de cette manière-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on... Parce qu'en fait, l'aliénation parentale, c'est la manière de décrire... Dès qu'on dit ça, toutes les personnes qui en sont victimes, toutes les personnes qui le constatent, sont d'accord avec le constat, déjà. Alors, pourquoi, dès qu'on parle d'aliénation, pourquoi est-ce qu'il y a un certain psychiatre, Gardner, qui revient? Pourquoi est-ce que certains sujets comme la pédophilie et autres viennent sur la table? Comment se fait-il que d'un constat qui est absolument évident pour tout le monde et qui est, je veux dire, l'existence du phénomène n'est pas à démontrer, pourquoi l'utilisation du terme provoque autant de réactions dans la société? Alors en fait, il y a des mouvements qui effectivement prétendent que ça n'existerait pas et qui utilisent des arguments fallacieux de manière récurrente. Mais pourquoi? Alors, ces arguments fallacieux de manière récurrente, on trouve Gartner, effectivement, c'est la technique en rhétorique de l'homme de paille. Hein, il aurait tous les vices, toutes les tares. En fait, Gartner, il a juste dit que c'était un syndrome. Voilà. La notion d'aliénation parentale, avec ces termes-là, naît vraiment dans les années 80-90. Avant, on parle plutôt du syndrome de Médée, mais c'est le même mécanisme, c'est la même chose. Hein, c'est vrai, c'est le terme qui change.
Gartner qualifie de syndrome. Donc en fait, il ne fait que mettre une étiquette sur un existant. Voilà, sur un existant. Et on a des ouvrages qui parlent aussi sans nommer l'aliénation parentale ni son ancien nom, le syndrome de BD, qui parlent de ce type de situation dès les années 50. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien. Après, dans les situations, il y a des situations de violence sur enfants ou d'inceste sur enfants. Et dans ces situations-là, comme dans l'aliénation parentale, il y a des parents qui sont manipulateurs et qui amènent les situations de violence, d'inceste, etc. Il faut voir que dans l'inceste, comme l'aliénation parentale, comme les situations de violence physique, tout autre, même d'autres violences sexuelles ou physiques ou mentales, il y a toujours au moins un parent, si c'est un parent, ça peut être plusieurs, mais au moins un parent qui exerce cette emprise et cette violence toxique. Et ce parent-là, devant la justice, va essayer de gagner un match. Son objectif, c'est d'avoir le pouvoir sur l'enfant et donc de manipuler non pas seulement l'enfant, mais tout le système. Et donc, l'objectif pour ce parent manipulateur, ça va être de discréditer l'autre parent. Et donc, pour discréditer l'autre parent, comme toute personne manipulatrice, la personne va employer des fléaux qui existent réellement. Elle va pas dire c'est les ovnis qui viennent attaquer, c'est voilà. L'autre parent a discuté avec les extraterrestres, non, ça n'aurait aucun sens. C'est totalement inefficace. Par contre, accuser l'autre parent d'un fléau qui existe réellement, ça permet de discréditer le parent et en plus, dans le système judiciaire, de gagner du temps. Et le temps, pour l'emprise, il est fondamental. Donc, effectivement, il y a des personnes qui sont coupées de leur enfant alors que ce sont des parents aptes et aimants qui vont se faire accuser à tort de violence physique ou d'inceste. Et des personnes qui voient qu'il y a une situation d'inceste qui vont se faire accuser de violence ou d'aliénation parentale. Ça ne discrédite pas du tout la parole des victimes. Les victimes sont victimes de ces différents fléaux et ont le droit à l'écoute, à l'attention et à être défendues réellement. Simplement, les personnes manipulatrices, elles utilisent des fléaux qui existent. Et donc, les personnes qui sont victimes de ces fléaux se voient accusées à tort et se disent, mais c'est quoi cette notion de, voilà, c'est quoi cette... Et du coup, attaquent la notion. Si toutes les notions dont les personnes se font accuser étaient attaquées, n'existaient pas, à ce moment-là, il y aurait plus beaucoup de notions qui existeraient parce qu'elles sont toutes utilisées pour discréditer des parents qui sont pourtant aptes. Donc, c'est là qu'il y a une manipulation et on est dans une situation où, effectivement, dans les familles, les parents, lors d'une séparation qui sont toxiques pas seulement pour l'enfant, mais dans le discours et dans leur activisme éventuel. Alors, on dit souvent que l'enfant, lorsqu'il est tiraillé entre ces deux composantes, dans ce qu'on appelle un conflit de loyauté, va se mettre à prendre la défense du parent qu'il va identifier comme étant le plus vulnérable pour essayer de le protéger. On entend souvent cette chose-là. Par exemple, le parent qui pleure le plus, qui a l'air le plus faible, l'enfant va se mettre de ce côté et parfois va se mettre à rejeter le parent le plus proche, en se disant peut-être c'est le plus solide, donc c'est peut-être celui qui a le moins besoin que je l'assiste. Et dans son déchirement, va se mettre dans une posture. Qu'est-ce que ça vient d'où ça? Alors effectivement, il y a des questions qu'on peut poser à des enfants et des questions qu'on ne peut pas poser à des enfants. C'est-à-dire que par exemple, est-ce que tu veux aller chez papa ou chez maman? C'est placer l'enfant en situation de conflit de loyauté. C'est-à-dire dire à l'enfant, finalement, qui tu vas trahir. L'enfant, on prend un enfant en bas âge et on lui met une très grande pression parce qu'on lui demande son avis alors qu'il est influençable. Il va se mettre à être influencé et donc il va peut-être twister et prendre une posture, c'est ça? Alors, il peut prendre une posture, effectivement, puis surtout, on le met dans une situation particulièrement inconfortable. L'enfant, il aime ses deux parents à égalité. Et on peut dire que même l'enfant, sa vie et sa survie dépendent de l'amour qu'il porte à ses parents. À un point qui est tel que il y a des cas sordides où une mère et un père ensemble sont allés jusqu'à éliminer leur enfant. Et il y a eu un cas judiciaire où les parents ont dit jusqu'au bout il nous a aimés. Et oui, l'enfant il aime ses deux parents d'une manière qui est totale. Il est programmé pour, il n'est pas encore autonome. Donc, il n'est pas autonome, il est en construction, voilà. Et puis aussi, charger un enfant de 9, 10, 11 ans, c'est quelque part lui faire beaucoup de mal. Voilà, il y a des questions qui ne se posent pas. Et donc, voilà. Ce processus d'aller prendre appui, de prendre, lorsqu'il identifie un conflit, d'aller vers le parent le plus faible, ça a été constaté. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que, alors déjà, méfions-nous du terme conflit.
Il n'y a pas, alors déjà dans le côté positif, la majeure partie des séparations se passe bien, et il y a des parents qui font des résidences alternées égalitaires ou d'autres qui leur conviennent, avec des organisations qui leur sont spécifiques, de manière spontanée. Dans les cas qui sont plus difficiles et qui sont ceux qui sont judiciarisés, il n'y a pas forcément de conflit parental. S'il y a un conflit parental, alors il y a moyen de faire une médiation, et en général, en 1 mois, 2 mois, ça doit être réglé. Dans les situations dont on parle aujourd'hui, c'est l'aliénation parentale spécifiquement, il n'y a pas de conflit parental, il y a un parent qui, en fait, durant son enfance, a construit ce qu'on appelle un faux self, c'est qu'il n'a pas de personnalité propre, et qu'il existe dans la vie par le pouvoir qu'il exerce sur les autres de manière toxique. Et donc, lors d'une séparation, ce parent-là va mettre en place une exclusion parentale et une emprise sur l'enfant, et c'est là que l'aliénation parentale se met en place. Et donc, du coup, l'autre parent n'a d'autre choix que de suivre juridiquement cette folie pour essayer d'arriver à avoir son enfant. Et donc, naturellement, dans ce mécanisme-là, le parent aliénant, celui qui met en place l'aliénation, va se faire passer auprès de l'enfant pour celui qui a tout subi, qui est la victime, qui l'autre parent, il est vraiment négatif, il a toujours fait du mal, il a toujours voilà. Bon, l'enfant, il ne mesure pas les tenants et les aboutissants des questions qui lui sont posées, de ce qui lui est dit, et il prend pour une parole vraie ce que lui dit le parent avec lequel il vit et dont il dépend. Et donc là, l'emprise se met en place très facilement. Ça, c'est le premier aspect de l'emprise. Et deuxième aspect de l'emprise, c'est s'il y a encore un contact avec l'autre parent, le parent aliénant va aussi réécrire les souvenirs, remodifier les souvenirs pour les rendre négatifs. Est-ce que ce que tu nous décris quelque part n'est pas une conséquence de la lenteur des traitements des conflits lorsqu'ils sont judiciarisés en France et en Europe, en fait, lorsqu'on voit que une séparation, une procédure, ça prend des mois, des années, alors que pour un enfant, une journée, c'est un univers, une semaine, c'est quasiment une vie pour nous. Est-ce que ces temps de traitement, cette lenteur de rapidité, en fait, parce que l'aliénation, ces problèmes de manipulation ne sont pas des effets secondaires de tout ça? Alors, l'aliénation, comme on le disait au début, a toujours existé. Des années 50, il y a des ouvrages qui en parlent. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs temps. Il y a un temps de l'enfant et il y a un temps de la procédure judiciaire. Et le temps de la procédure judiciaire est totalement déconnecté du temps de l'enfant. C'est-à-dire que alors il y a plusieurs raisons à cela, on pourra les évoquer rapidement, mais quand obtenir une audience, c'est 1 an d'attente, quand après la première audience obtenue, il y a encore plusieurs mois d'attente, éventuellement ça peut arriver à 2 ans. Là, je veux dire, l'enfant il est déjà sous emprise, il vit quasiment plus qu'avec un seul parent, les contacts n'ont pas été respectés avec le parent qui se trouve exclu. Bon, on est dans une situation qui, du fait de la lenteur administrative, judiciaire administrative, est en train de devenir de plus en plus inextricable. Parce que pour sortir l'enfant d'une emprise, c'est assez complexe. Voilà. Je veux dire, l'aliénation parentale n'est-il pas un effet secondaire, une perversion, une conséquence d'un système qui n'est pas assez réactif? Est-ce que, posons la question, est-ce que quelque part, ça n'existe pas? Alors, je dirais pas. Alors, en fait, l'aliénation parentale n'est pas une conséquence du système. Par contre, le système apporte une aggravation lourde et conséquente de l'aliénation parentale qui existe de toute façon, quoi, qui était là. Voilà. C'est un aspect psychologique. Favorable, en fait. C'est un terreau favorable. Voilà, c'est un terreau très favorable. L'aliénation parentale, c'est un problème psychologique, on pourrait dire pathologique, d'un des parents qui l'organise. À partir de là, si on laisse à ce parent-là beaucoup de temps pour mettre en place ces problématiques, effectivement, la toxicité pour l'enfant, elle a le temps de se développer dans tous les univers que l'enfant pourrait normalement explorer. Voilà. En fait, l'aliénation parentale, elle crée une prison mentale pour l'enfant. Et l'enfant devient persuadé, il devient un enfant soldat, un enfant gardien du parent qui se présente à lui comme étant celui qui a été le parent le plus lésé, qui a plus souffert, voilà. En pouvant même discréditer la détresse de l'autre parent. Si tu vois, l'autre parent il est en train de pleurer, il fait son cinéma encore, on le connaît bien, quoi. Voilà. Il y a toujours manière des pirouettes de rebondir pour le parent qui exerce l'emprise et qui a le temps.
Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on a aujourd'hui des études, des indications sur les conséquences pour l'enfant lorsqu'il est victime d'un tel processus de manipulation? Alors, ce qu'on sait déjà, c'est ce que explique très bien Jacques Violet dans son livre Enfants libres ou enfants otages, c'est que ces enfants-là, à l'âge adulte, reviennent statistiquement très peu vers le parent qui a été aliéné, vers le parent exclu. L'enfant revient très peu. Donc ça, c'est une conséquence, c'est que l'emprise a des conséquences à long terme et que souvent les enfants devenus adultes ne reprennent pas contact avec le parent qui malheureusement était absent et qui a Si été le lien exclu. était cassé avant l'adolescence, Voilà. il y a effectivement un danger que l'enfant ne revienne pas. D'accord. Tout à fait. Et même à l'adolescence, ou en général, l'adolescence, c'est une période très critique et c'est une période que le parent aliénant utilise aussi souvent avec beaucoup d'efficacité. Après, quand l'enfant revient vers le parent qui a été exclu, quand il revient à l'âge adulte, par exemple, il faut aussi distinguer deux cas de figure. Il y a l'enfant qui revient en étant lui-même manipulateur, en essayant de dire, tiens, c'est mon parent, ma mère, mon père, je vais pouvoir profiter financièrement de ses obligations, voilà. Et puis il y a aussi des enfants qui vont revenir, eux, en s'étant protégés, en se disant, je vais essayer de construire avec ce parent tout ce dont on a été privé. Voilà. Et on ne rattrape pas le temps perdu, on ne reconstruit pas, on construit une relation avec une personne qui était inconnue, qui a été dénigrée pendant des années. Et cette violence, elle est là. Elle existe pour l'enfant qui a pris conscience comme pour le parent exclu. Et c'est vraiment une nouvelle relation qui est à construire entre ces deux personnes. Ouais, d'où l'intérêt vraiment de traiter ce phénomène, d'empêcher qu'il arrive, parce que une fois qu'il est vraiment mis en place, il est quasiment destructeur et irrémédiable. Alors, il est très destructeur et surtout, il y a tout un schéma de reproduction. C'est-à-dire que quand l'enfant devient lui-même manipulateur, il apprend, il voit le comportement du parent aliénant et c'est sa normalité. Donc, il y a un phénomène aussi de reproduction. Donc, on crée des manipulateurs et des PN, en fait. Ouais. En plus, parce que l'enfant n'apprend pas la limite. En fait, un parent manipulateur va jamais s'opposer frontalement à l'enfant. Va toujours louvoyer et du coup, le parent qui est exclu, qui essaye de rappeler des règles, va passer pour le méchant dans l'histoire, ce qui est très utilisé. Ok. Gaël, je te remercie beaucoup. On sommes actuellement aussi en direct sur Facebook et sur YouTube. Moi, je propose que tu continues ensuite sur les réseaux sociaux, voir que tu répondes aux questions. Mais là, on a eu la base théorique initiale. Hein. Voilà, c'était un direct sur RLP. On vous dit tous à la semaine prochaine. On vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être intervenus. Je coupe tout et je vous rejoins ensuite dans quelques minutes dans un cadre moins formel. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Bah, du coup, peut-être, Sarah, tu voulais dire un mot sur le live après cette émission. Ça y est. Voilà. Nous voilà sur le live, voilà. Après ce direct. Nous avons rendu l'antenne, passé en live Facebook et on peut maintenant prendre des gens comme ça. Voilà. C'était pas mal, c'était bien. Franchement, c'était pas mal. On était assez complet, je pense. Merci. Ok. Bah vas-y, continue, trouve quelque chose. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent ou s'il y a des. Voilà, on a pas mal parlé, donc déjà c'est bien d'avoir juste déjà une petite pause. Oui. On est en live, mais c'est la vie, j'en profite. C'est vrai. Bon, maintenant je vais prendre les éléments du direct. Voilà. Maintenant, on peut faire venir les gens. Tout à fait. Il y a eu quelques tensions dans un instant manifestation ce vendredi. Comme je disais la semaine dernière, l'inscription sur les discussions. Je vois arriver des visages familiers. Bonsoir. Alors, bonsoir. Je ne sais pas si on s'entend tous bien. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, j'entends. Du coup, si vous pouvez, je sais pas, peut-être amener votre témoignage ou poser vos questions, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait y répondre.
Est-ce que parmi nos invités ici présents, quelqu'un voudrait Je prendre la fais un parole? témoignage sur l'emprise, Oui, sur vas-y. l'aliénation parentale, où aujourd'hui, on avait essayé de mettre en place une médiation qui est ouverte, qui est à l'essai dans le pays sur 11 villes. Oui, je vous entends, mais c'est un peu coupé. Donc, vous aviez mis en place une médiation. Désolée, j'ai un petit décalage entre le son et l'image. Oui, c'est un peu en décalé. Du coup, moi, je suis de Bordeaux, donc j'ai été en mode test pour. On a mis en place une médiation, sauf que l'autre parent ne venait pas et reportait sans arrêt, et du coup, les mois passent et passent. C'est ce que faire aussi à ce niveau-là. Alors ça je réponds rapidement. C'est un grand classique. C'est-à-dire que le parent aliénant va dire oui, moi je suis pour la médiation, bien sûr, bien vu par les autorités judiciaires. Et puis après, il y aura toute une histoire d'empêchement d'enfants malades, de prétexte, ou même d'absence de prétexte, mais une manière de faire couler la médiation dans une sorte d'inexistence complète ou de rendez-vous toujours plus ou moins manqués, ce qui permet de faire durer la médiation pendant des mois et des mois. Et continuer l'aliénation parentale durant tout ce temps. Alors pendant ce temps, effectivement, le temps est gagné. Hein. J'essaie de faire il y a un petit décalage apparemment. Oui. Donc le temps est gagné effectivement par le parent aliénant à ce moment-là. Et sachant qu'en plus, après cette tentative de médiation dans un cadre judiciaire, il y aura encore un temps d'attente avant d'avoir une nouvelle audience et d'avoir une décision. Voilà. Comme je l'ai dit pendant le direct radio juste au début de ce live, une médiation, ça devrait être 1 mois, maximum 2 mois. Si les parents sont de bonne volonté, il n'y a pas de raison qu'il y ait des difficultés pour se mettre d'accord. À partir du moment où ça dépasse ces délais, ça veut dire qu'il y a un autre problème que juste un conflit parental. Et là, c'est important de le dire, les professionnels de la justice, même les assistants sociaux, devraient bien le noter. Au-delà de 2 mois de médiation qui ne marche pas, il y a un autre problème. Ce n'est plus qu'un conflit parental. Voilà. C'est un conflit parental, on se met autour d'une table avec un professionnel formé pour la médiation et on règle le problème. Voilà. Alors, une petite musique de fond. Oui, quelqu'un a son micro ouvert et met sa musique. Allô, peut-être. Micro de personne qui ne parle pas. Du coup, c'est vrai qu'en plus, après tout ça, il faut encore attendre les enquêtes sociales, le temps que tout ça soit mis aussi par écrit. Il y a eu, pour ma part, 7 mois et demi d'attente pour l'enquête sociale, qui est arrivée un peu tard. Et bon, il y est bien noté qu'il y a instrumentalisation de l'enfant. Mmh. Donc, ça réconforte un petit peu pour repasser devant le juge, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre. Oui, alors en plus, là, on est confronté. Alors, les enquêtes sociales, alors déjà pour le parent qui est aliéné, c'est-à-dire le parent qui se trouve exclu, la période de médiation plus ou moins ratée, puis d'enquête sociale, en plus les deux se passent l'un après l'autre et pas l'un pendant l'autre. Voilà, vous me disiez 7 mois, rien que pour la période d'enquête sociale. C'est des délais, voilà, on approche l'année, avec la médiation. Donc là déjà, entre les deux audiences, d'ailleurs, très souvent il y a 1 an. Très souvent il y a 1 an, voilà. Et cette situation-là, elle constitue en elle-même une violence extrême qui est faite au parent qui est exclu. Parce que le parent qui est exclu, pendant ce temps-là, il voit pas son enfant. Et il sait toute l'urgence qu'il y a à intervenir rapidement pour diminuer l'emprise. Et là, je vais citer Marie-France Hirigoyen, encore une fois, elle le dit dans ses livres. Il y a urgence, il faut intervenir rapidement. Et là, malheureusement, on est souvent face à un mur
avec des services qui peuvent soit parler d'emprise, voilà, ou d'aliénation parentale, soit pour certains autres services reprendre les problématiques qu'on a évoquées pendant le direct en radio et dire bah non mais ça n'existe pas. Et alors là, la situation devient de plus en plus complexe pour l'enfant concerné. Alors, je crois qu'on a perdu une participante. Ça y est, qui est revenue. Est-ce que vous nous entendez? Ça marche à nouveau. Alors après, je prends la parole durant ce petit blanc. Il peut y avoir aussi des terreaux favorables. On a vu, ne serait-ce que dans des couples existants et non séparés parfois, des parents cannibaliser un peu la relation avec les enfants par rapport à l'autre parent. Mais après, bon, ça reste dans la société civile, ça reste dans l'existence normale. Le problème, c'est effectivement lorsqu'il y a séparation et que des intermédiaires se placent et mettent en place des processus qui sont beaucoup trop longs, qui sont et qui vont parfois attiser le conflit. Donc, ça rajoute à la problématique, en fait. Alors effectivement, dans l'aliénation parentale, le parent aliénant, il a intérêt, et il le fait très facilement, à rajouter des pots de banane permanentes, à avoir des reports, à avoir des empêchements, des maladies, voilà. C'est un jeu. C'est un jeu ultra violent, toxique. Je crois que les parents qui sont victimes de cette situation-là mettent même au départ du temps à comprendre comment la personne qu'elles ont aimée, de bonne foi, peut avoir ce type de comportement-là. Et là, ça révèle aussi que, en fait, la personne, elle est toxique, elle a toujours été toxique, et elle joue une sorte de représentation théâtrale qui a pour objectif de tromper l'autre et d'exercer une emprise sur l'autre. Et donc, quand il y a séparation, cette emprise, elle se reporte complètement sur l'enfant, et via l'enfant, elle permet de maintenir un lien violent avec l'autre. Toujours avoir une emprise ou une manière de faire du mal à l'autre. Et là, on est vraiment au cœur d'un des mécanismes de l'aliénation parentale. Je peux prendre la parole? Oui, je vous en prie, avec plaisir. Oui, alors, voilà, je vous écoutais parler de l'aliénation parentale, mais il y a plusieurs types d'aliénation parentale et plusieurs degrés dans l'aliénation parentale. Il y a jusqu'à couper les liens, essayer de couper tous les liens avec le parent victime. Il y a plusieurs stades. Moi, je suis dans un cas où, voilà, je suis dans le stade de l'extrême. Et j'ai beau me justifier comme je veux. En 2015, ça n'existait pas, hein, l'aliénation parentale. Ils ont commencé à mettre ça en place en 2018. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'aliénation parentale, on en a parlé dès les années 90, les professionnels de la psychologie parlaient d'aliénation parentale. Après, il faut bien distinguer deux choses. Il y a les professionnels, les psychologues, pédopsychiatres, etc., d'un côté, qui sont des professionnels du fonctionnement psychologique des personnes et qui vont faire des analyses sur des bases et des arguments psychologiques. Là, on est dans le domaine de la connaissance. Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'aborder pendant le live, pendant le temps de radio. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect judiciaire, où là, nous avons des personnes qui ne sont pas formées en psychologie, qui n'ont a priori pas d'appétence spécifique pour cette matière-là, et qui vont, on le voit dans les procédures, reprendre souvent des connaissances parcellaires ou voire des lieux communs sur ces questions. Ouais, ça, moi c'est le premier point. Et deuxième point par rapport au niveau. Oui, pardon. Oui, allez-y. Donc, et deuxième point, oui, vous disiez, voilà, il y a des degrés, il y a plusieurs types. En fait, je ne dirais pas qu'il y a plusieurs types. Il y a un degré d'emprise. Et plus le temps passe, plus l'emprise augmente et plus les conséquences se font jour. Mais effectivement, c'est pour ça qu'il faut intervenir vite. C'est qu'au début, l'emprise, elle se fait petit à petit. Elle se fait par des petits signaux, des petites manipulations qui s'accumulent les uns après les autres et qui vont enfermer l'enfant sans qu'il s'en rende compte dans l'emprise. C'est le principe de l'emprise. Comme dans une secte ou un couple toxique, c'est que la personne qui est sous emprise ne s'en rend pas compte. Ça, c'est la base. Et donc, effectivement, on est dans une progression et que il y a des personnes qui se trouvent dans une situation effectivement très très complexe et où retrouver du lien avec l'enfant
devient vraiment très difficile après un moment. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ma fille. Ça a commencé en 2015 parce que j'ai déposé plainte contre son père qui l'a violée. Donc, j'ai fait un dépôt de plainte. De là, elle a été entendue en gendarmerie, en procédure Mélanie. Ils ont classé sans suite. À partir de là, le juge a dit que j'étais trop fusionnelle. Voilà, aliénation parentale du côté du papa. Mais ma fille, voilà, elle a des très bons liens avec moi. Il essaye de casser ce lien, mais il n'y arrive pas. Moi, je pense surtout si effectivement, comme vous le dites, il y a eu cette agression qui a eu lieu, là on passe dans un autre mécanisme que votre fille a pris conscience, je pense, de cette manière du danger que peut représenter cet individu par rapport à l'enfant qu'elle est. Et, oui, maintenant. Le parent. Oui. Maintenant, au moment des faits, elle avait 6 ans. Maintenant, elle a 15 ans. Hein, c'était en 2015. Elle est née en 2008. Et donc, plus ça avance et plus elle grandit, et elle voit que le père la manipule à l'encontre de sa maman. Ça, elle l'a remarqué. D'accord. Et du coup, quelle est sa situation à elle en tant qu'enfant aujourd'hui? Comment elle se construit par rapport à ça? Et c'est simple. En 2015, après le classement sans suite, le juge a décidé de la placer en foyer pour une durée de 1 an. Pendant ces 1 an, je me suis battue donc en faisant des courriers au juge pour pouvoir la voir et la sortir les week-ends. Le père a fait le même courrier. Lui, au bout d'1 an, il a obtenu gain de cause. En 2016, le juge lui a octroyé la garde à son domicile. Moi, des visites tous les 15 jours. Et elle vit toujours au domicile du père. Et il y a quelques mois, elle a encore raconté que le père continue ses abus sur elle, mais elle est obligée de vivre là-bas parce que le juge des enfants a décidé que. Waouh! Oui. C'est fou. Ouais. Et je voudrais demander son émancipation, mais vu qu'il y a un placement de réel, mon avocat m'a dit, c'est pas dit qu'ils vont l'accepter cette année, en novembre, elle aura 16 ans, je peux demander l'émancipation. Mais comme il y a un placement, c'est pas dit que ça va passer. D'accord. Et là, actuellement, vous la voyez toujours? Vous avez contact avec elle ou comment ça se passe? Oui. Est-ce que c'est contact je la vois tous les 15 jours. D'accord. Elle a commencé un apprentissage, alors je la vois un peu moins. D'accord. Mais vous la voyez librement? Pardon? Vous la voyez librement à l'extérieur avec elle? Non, c'est toujours accompagné pour le moment. D'accord. Voilà. Dans tous les cas, déjà, ce qui est important, ne jamais lâcher ce contact. Il faut toujours que l'enfant sache que dans sa situation, vous êtes là pour elle et elle a la capacité de vous contacter ou de s'adresser à vous dès qu'elle en ressentira le besoin. Voilà, vous êtes là. Vous êtes une personne sur qui elle peut compter. Ça, c'est important. Je lui ai dit, je serai toujours là. Je ne sais pas comment elle va me contacter parce que j'ai interdiction d'appel téléphonique. Donc, à part les visites, mais bon, je trouverai toujours un moyen de pouvoir lui filer un petit bout de papier. Voilà, mais elle sait où me trouver. Vous pouvez avoir interdiction d'appel physique, vous n'avez pas forcément interdiction d'écrire. Vous pouvez écrire des lettres, des cartes postales, des choses très simples. C'est aussi une manière d'exister pendant le reste du temps. Et oui, après, mais le papa déchire les lettres qui viennent de ma part. Alors les parents qui vont effectivement exercer une emprise toxique vont quasi systématiquement détruire et déchirer. Pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Déjà, on n'est pas sûr qu'il n'y ait que lui qui ouvre la boîte aux lettres, donc ça peut quand même arriver. Et puis, même si c'est détruit, vous gardez les traces, prenez des photos de ce que vous envoyez, vous le faites pour votre enfant,
et vous pourrez dire à votre enfant, si votre enfant revient vers vous un jour, j'ai fait ça. J'ai jamais lâché et j'étais là. Et je suis toujours là aujourd'hui. Et ça, c'est important. J'ai tous les documents. Aussi à la reconstruction de votre fille. Parce que là, elle en aura besoin. Voilà. Oh oui, elle en aura besoin. Et sûrement d'un psychologue. Entendu. Voilà, tout à fait. C'est très important. Toujours garder contact avec l'enfant. Je voulais quand même rebondir aussi sur les conséquences qu'il y a sur les enfants. Moi, ma fille, elle a 12 ans quand tout ça a commencé. Aujourd'hui, elle en a 11. Elle est atteinte de trichotillomanie et c'était des scarifications à l'école. Elle faisait des crises d'angoisse à répétition. Son père nous empêchait de se mettre en fait à chaque fois au milieu de nous pour éviter qu'on ait un contact toutes les deux. Jusqu'au jour où ma fille aussi m'a demandé d'arrêter de lui écrire parce que je lui écrivais très régulièrement par lettre. Et elle m'a demandé. Du coup, je vois ma fille dans un point rencontre. Ça devait durer que 3 mois. Aujourd'hui, on en est à 14 mois. Donc, autant vous dire que l'aliénation parentale a bien prendre sa place comme il faut. Aujourd'hui, ça va. Je suis à 20 jours du tribunal. J'attends ça avec impatience car tout est sorti. Mais les dégâts sont très durs. Les dégâts psychologiques aussi sur elle. Son père avait arrêté de lui faire un suivi psychologique alors qu'elle était à la MDS. Et il a dit ouvertement, même la petite l'a dit, si j'ai arrêté d'aller chez la psychologue, c'est parce que papa, il payait pour que je dise rien. Or, les psychologues à la MDS sont gratuits. Donc, il a arrêté de l'emmener pendant quelques temps. Toute personne qui pouvait être en lien avec elle, que ce soit moi, enfin, la famille aussi, toute sa branche identitaire et parentale, a été mise à néant, complètement, jusqu'au bout, jusqu'à ma maman, jusqu'à la grand-mère de ma fille. Ça fait très mal à toute la famille. On ne sait plus trop comment s'adresser à la petite, car elle est totalement sous emprise du papa. Là, il y a une aide éducative qui a été mise en place, mais comme on disait aussi tout à l'heure, les délais sont assez intenables, parce que pour nous en tant que parents, mais pour les enfants, comme vous disiez tout à l'heure, Gaëlle, une semaine peut paraître des mois et des mois. Aujourd'hui, je reçois de la part de ma fille, les retours sont assez durs émotionnellement, mais ce qu'elle dit est en contradiction avec sa manière avec son corps. Voilà, et ce qui en est bien, c'est qu'aujourd'hui, elle s'arrache les cheveux quand la pression est forte et qu'elle ne sait plus où se situer. À 11 ans, le psyché suit pas dans tout ça, dans tout ce conflit d'adultes. Lui ne devrait pas être impliqué et des parents impliquent leurs enfants en plein milieu des disputes et leur demandent, oui, en effet, de choisir. On n'a pas le droit de faire ça. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sarah, et je vois et je sais combien ça peut toucher des parents qui vivent cette situation-là. Une première chose qui est à relever, je pense déjà, c'est quand on parle de voilà, papa m'a dit, il faut rien dire au psy. Oui, ça c'est une manipulation. Enfin, tous les éléments de la vie de tous les jours sont réécrits, sont préparés par le parent aliénant. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur se disent oh, bah, c'est un enfant, oui bon, il a réussi à l'école, ça va, puis ah bah, il a l'air réveillé cet enfant, il court, voilà bon. Sauf que tout est recontextualisé, préparé. Voilà. Et même les contacts sont préparés. On a des services, par exemple l'aide sociale à l'enfance, pas tous ces services, mais certains, ils nous disent ah bah tiens, le parent veut pas vous voir, il a peur de vous. Voilà, c'est quelque chose, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Parce que personne ne se demande qu'est-ce qui a été dit à l'enfant avant, comment l'enfant a été préparé, et quelles sont les conséquences pour l'enfant s'il se rend effectivement à ce rendez-vous. Et là, c'est du déni. Et dans le cortège du déni, il y a de la naïveté, malheureusement. Heureusement, d'autres services n'ont pas cette position-là et vont avoir une analyse plus fine des situations. Donc typiquement, voilà, le rendez-vous au psy,
tous les moments passés avec l'autre parent. Voilà. C'est des choses qui peuvent être attaquées, déconstruites, ou même préparées quand ce qu'on appelle en psychologie une intrusion. Typiquement, l'enfant est chez l'autre parent, dans le cas où il peut aller chez l'autre parent. Et puis pendant le moment où il est avec l'autre parent, on l'appelle, le parent aliénant l'appelle et lui dit voilà, ça se passe bien, oui. Alors déjà, t'es sûr que ça se passe bien, ça se passe bien. Il m'a insisté plusieurs fois pour faire comprendre qu'il y a un danger, qu'il y a une question à se poser. C'est une manière très efficace de manipuler. Et puis l'intrusion, c'est ah bah tu adores, je sais pas, par exemple, tu adores les crêpes, et puis bah justement on est en train d'en faire ici à la maison. Et donc merci, au revoir. Et donc l'enfant qui passait un bon moment avec le parent exclu ou potentiellement un bon moment se retrouve à penser au fait qu'il est en train de rater quelque chose qui lui plaît beaucoup. C'est des manières très efficaces de gâcher, d'exercer l'emprise et de réécrire ce qui se passe. Aussi, quand l'enfant revient vers le parent manipulateur, qui exerce l'emprise, le parent aliénant, on va pouvoir lui dire qu'est-ce que tu as fait avec donc ta mère, ton père, sinon c'est la mère ou le père qui est exclu. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, bah, il a fait ça avec toi. Ah, mais c'est pas pour te faire plaisir, c'est pour ta. Voilà. Et là, il y a le mensonge qui vient et la réécriture du souvenir pour rendre le souvenir négatif et pour faire croire à l'enfant que l'autre parent ne fait rien par sentiment. Là, on peut toucher à autre chose, c'est-à-dire que on a tous ce que l'on appelle une théorie de la conscience. C'est-à-dire que l'on attribue aux autres une conscience qui leur est propre. Jusque-là, on a tout à fait raison. Les autres ont une conscience. Et la première erreur qu'on fait aussitôt après, c'est on se dit, bah, tiens, je vais voir comment il ou elle réfléchit, et on commence à penser que l'autre réfléchit comme nous-mêmes. Et donc, c'est ce qui fait qu'on se fait avoir par les personnes manipulatrices. Voilà. Et on se fait avoir. Parce qu'on dit, bah, tiens, moi, à sa place, je ferais pas ça. Et bah oui, mais bah, l'autre, il ne pense pas comme vous-même. Du tout. À ce jeu-là, la personne manipulatrice fait exactement la même erreur. La personne manipulatrice, elle est persuadée que l'autre est uniquement dans le calcul et la recherche du pouvoir. C'est pour ça que pour cette personne-là, ce parent aliénant, on est toujours face à une guerre. Une guerre parce que ça marche comme ça pour cette personne-là. C'est une personne qui, quand elle voit l'autre pleurer, se dit c'est du cinéma. Voilà. C'est pas qu'il est triste. J'ai encore une question. Ah. Oui, je vous en prie. Voilà. Et Sarah pourra reprendre son récit juste après sans souci, il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce que je rencontre depuis quelque temps, c'est que en prenant de l'âge, elle a rencontré beaucoup de problèmes au collège. Elle se laisse plus toucher. Donc, il y a eu des bagarres à l'école. Elle a commencé à frapper parce qu'elle n'accepte plus qu'un garçon l'approche et qu'elle a été exclue. Alors, il y a une coupure, malheureusement. Ah, on va... Bon, je vais peut-être rebondir sur la chose. C'est que, en effet, on parlait d'intrusion. Donc, moi, quand je voyais ma fille au point rencontre pour enfin passer un moment seul avec elle, ben, il s'avère que le papa restait dans les environs, que la petite avait un téléphone portable et qui s'échangeait des messages, alors que moi-même, j'ai passé déjà 4 heures uniquement avec elle, mais qu'il arrivait quand même à s'immerser là-dedans et voilà. Bon, à chaque fois, j'arrivais avec des petites choses qui lui faisaient plaisir, un petit coloriage à boire et à manger. Et après, j'étais complètement, je recevais des messages de l'autre côté disant ah oui, c'est pas avec un coca et des bonbons que tu vas récupérer ta fille. Elle s'en fiche, enfin complètement dénigrer la moindre petite chose positive que je faisais pour elle, pour lui montrer mon amour, mon affection et que je suis toujours là, que je l'abandonne pas, jamais. Alors qu'il lui disait sans arrêt, regarde, ta mère t'abandonne, regarde, ta mère t'abandonne. Alors que c'était faux, mais malheureusement, avec le temps, il a réussi à lui mettre ça dans la tête et c'était là, arrête d'utiliser ce mot parce que abandonner, c'est quand même un mot assez fort pour un enfant.
Et je lui disais, arrête, s'il te plaît, arrête pour le bien de l'enfant, arrête. Mais ça l'a pas empêché de continuer. Et aujourd'hui, j'ai un gros rejet de sa part. Il me reste qu'un tout petit lien. Et je garde ça en espoir pour le futur. C'est déjà ça. Alors effectivement, on en a déjà parlé tout à l'heure du fait que le retour de l'enfant est statistiquement assez faible, mais ça existe. Et pour maximiser les chances du retour de cet enfant, tous les liens, tous les contacts, quels qu'ils soient, sont à maintenir avec une attention, mais de tous les instants. Et même si c'est 2 minutes, même si c'est 1 heure, même si c'est fondamental. C'est fondamental. Même si ce sera déconstruit après par le parent aliénant, manipulateur, etc. Le principal, c'est qu'il y a eu une présence corporelle en même temps. On s'est vu. Et le fait de se voir, eh bien, c'est un lien. Ça existe. Et effectivement, on peut apporter là un gâteau, là des sucreries, parce que le temps est très réduit. Et c'est aussi ce qu'on retrouve dans tous les parents toutes les situations de parents qui voient peu leurs enfants. Finalement, on renvoie à ses parents, vous êtes là pour jouer avec l'enfant. Oui, mais en fait, dans le temps qui est laissé, c'est le seul rôle qu'on laisse à ces parents-là. Voilà. Et ça, c'est une violence aussi qu'on peut considérer comme institutionnelle d'un certain aspect. Voilà. Donc tous les cadeaux, effectivement, ils vont être là, comme on l'a vu là, voilà, tu essayes d'acheter l'enfant et on va dire à l'enfant, voilà, ta mère elle essaye de t'acheter avec des sucreries, en fait, elle pense pas à toi. Bon. Et comment ça se fait? Oui, pardon. Comment ça se fait que les magistrats, parce que moi je vois quand je me retrouve au tribunal, alors ils jouent à double jeu. Comment ça se fait que le magistrat, le juge des enfants, n'arrive pas à voir qui est le parent aliénant de l'autre parent? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, qui sont les juges en général? Les femmes et les hommes qui font ce métier. Les femmes et les hommes qui font ce métier sont des gens qui ont fait des études de droit. C'est des études qui sont très difficiles, dans lesquelles il faut surtout apprendre beaucoup de textes légaux. Et c'est des études dans lesquelles on ne parle pas de psychologie. Donc, finalement, on leur demande de prendre une position sur un sujet qui touche fondamentalement, intrinsèquement, d'une manière la plus intime qui soit, au fonctionnement psychologique de l'enfant. Donc déjà, pour percevoir ces problématiques-là, je pense que beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas les billes suffisantes. Ceux qui ont les billes suffisantes, c'est les personnes qui ont une appétence spécifique personnelle pour ce domaine, et appétence qui n'est pas mise en avant dans leur formation. Oui, voilà, je vois Facebook User qui dit tous les actes qui font preuve d'affection et d'attention, même éloignés, sont très favorables au retour. Tout à fait, exactement. Ça, je dis, il faut garder tous les contacts. Et même les personnes qui n'ont plus aucun contact avec l'enfant, continuez. Là, envoyez une carte postale. Vous prenez un café en terrasse. J'ai pris un café en terrasse. Il fait beau. On envoie la carte. On peut écrire, je pense à toi, mais à la rigueur, la carte le signifie. Je pense à toi. Voilà. Et ça, c'est important de garder ce point. Juste, Stéphane, je vais essayer de continuer avec la question de notre intervenante et je te donne la parole juste après. Je vois que tu veux intervenir. Donc, pourquoi les juges, justement, pour reprendre le fil, ne voient pas ça? Donc, là, premièrement, ils sont intéressés à la question que s'ils ont l'appétence. Deuxièmement, ils ne voient les parents que dans la situation de l'audience. Et dans la situation de l'audience, le parent aliénant est très efficace pour porter des attaques ultra violentes sur l'autre parent et amener chez l'autre parent un état de sidération complète. C'est-à-dire que les attaques sont tellement, mais en plus d'une personne qui a été aimée, d'une personne avec laquelle il y a eu des relations les plus intimes qui soient, puisqu'il y a eu un enfant. Donc, cette personne-là, elle ose attaquer à ce point, attaquer l'intime, attaquer le moral de l'autre. C'est une attaque, une destruction complète de l'image de l'autre. Et donc, en général, la posture du parent aliéné qui est exclu, c'est d'essayer de répondre, de dire mais non, mais c'est pas faux, vous le voyez. Et on se retrouve dans une sorte de conflit d'apparence dans lequel il y a beaucoup de confusion. Et là, quelle stratégie adopter par rapport à ces attaques? Personnellement, je pense que tout balayer d'un revers de main et revenir au centre de la problématique de l'enfant peut être pas mal. Mais c'est à juger au cas par cas, voilà.
Et donc, le juge, il est face à ça, il voit deux parents qui sont potentiellement en conflit. C'est pour ça que le terme de conflit, je l'aime pas parce que c'est pas un conflit parental, c'est une manipulation. Et donc, l'apparence du conflit parental, la croyance de l'existence d'un conflit parental fait qu'on reste sur, ils devraient s'entendre entre eux, il faut qu'ils discutent. Enfin, discuter avec une personne manipulatrice et perverse, ça n'a aucun sens. C'est comme de verser de l'eau dans un saladier troué. Hein, voilà, c'est sans fin. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, du coup, les juges, ils sont confrontés à cette situation-là. Ils ont pas forcément l'appétence pour la psychologie. Ils voient les gens uniquement en audience, ils savent pas ce qui se passe. Et donc, du coup, ils essayent de savoir ce qui se passe avec des expertises. Les expertises, elles sont, contrairement à ce que disent les tribunaux, très mal payées. Moi, je connais un psychiatre qui a reçu une lettre des tribunaux disant, voilà, venez faire des expertises, c'est bien payé, on cherche des gens. Bon, il n'a pas répondu par la positive à cette missive. Non, c'est très mal payé, une expertise. Ça demande de recevoir un parent seul, ce parent avec l'enfant, l'autre parent seul, l'autre parent avec l'enfant. Il est important de savoir aussi qui a amené l'enfant, c'est-à-dire qui était avec l'enfant avant le rendez-vous. D'accord? Éventuellement, les deux parents ensemble, si cela est possible. Donc déjà, vous imaginez, ça fait déjà 5 rendez-vous. Donc ça fait déjà 5 heures minimum. Mais les rendez-vous avec l'enfant, il faut voir aussi peut-être l'enfant seul, ça fait 6 rendez-vous. Mais les rendez-vous avec la présence de l'enfant, c'est des rendez-vous qui demandent du temps. On va pas dire, c'est une heure, ça c'est terminé, hein, c'est l'heure là, donc on arrête. Non, l'enfant, il faut qu'il ait le temps d'être à l'aise, de se sentir en confiance, de connaître cette personne qui est là, qui est un tiers nouveau pour lui. Donc, il faut qu'il ait le temps de se confier, de dire ce qu'il ressent, de sortir des discours qu'il peut avoir entendus. Voilà. Tout ça, ça demande du temps. Et en plus, derrière, il va falloir pour cet expert, cet expert, le temps de l'analyse. Donc là, je pense qu'on peut rajouter pas mal d'heures et le temps de la rédaction. Donc, quand vous voyez après les tarifs, je veux dire, là, on est voilà. Donc, ce qui se passe, c'est des gens qui font des expertises souvent assez rapidement, dont les protocoles ne sont pas toujours préétablis, c'est-à-dire qu'on voit déjà des protocoles où des fois, il y a un parent qui est écouté mais l'autre pas, ou alors les deux sont écoutés mais il y a un seul parent qui a été vu avec l'enfant et l'autre pas. Donc déjà, les protocoles posent question. Normalement, il y a un protocole qui est préétabli en amont, voilà. Et puis, il y a même des experts qui, en fait, ont fait un fonds de commerce de l'expertise, font de l'expertise de manière assez récurrente. Et puis, quand on leur demande une expertise, ils appellent le tribunal pour savoir quelle est l'opinion du juge. Donc là, il y a peut-être un petit conflit d'intérêt aussi à questionner. Voilà. Donc, ces 3 éléments, le manque de formation et éventuellement l'appétence qui est très personnelle pour la psychologie, le fait que les juges n'ont que l'audience et puis la piètre qualité de beaucoup d'analyses font que effectivement les juges ne perçoivent pas ça. Et s'ajoute par-dessus le fait qu'il y ait des gens qui prétendent que l'aliénation parentale n'existerait pas et que ces discours font du mal à un point, mais alors c'est phénoménal, c'est phénoménal. Alors la transmission de la peur du parent gardien ne peut être pas punie. C'est la clé du syndrome d'aliénation parentale. C'est compliqué, hein. Alors, la peur, je ne sais pas si le parent, alors le parent gardien, c'est dans le cas de l'aliénation parentale, le parent qui est gardien est dans une peur de perte de contrôle. Et puis dans une pathologie, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir face à lui quelqu'un qui rappelle la règle. Voilà. Je vais être un peu court là-dessus et parce que je sais que Stéphane attend pour intervenir, donc à toi Stéphane. Non, vas-y, je m'exprime aujourd'hui dans un live. D'accord, pardon. Merci Stéphane. Alors. Très bien, vas-y. Désolé. Non, J'étais en train de répondre sur les 3 points pour les juges, voilà. Ouais, vas-y, tu le fais très bien, vas-y. D'accord. Et donc pour revenir justement à ce qu'a dit l'intervenant en format texte, alors le parent aliénant va se faire passer pour un parent qui a peur pour son enfant, voilà, pour un parent protecteur et pour le seul parent apte, voilà. C'est une manipulation. Mais c'est très efficace puisque c'est le seul parent qui a accès à l'enfant. C'est l'enfant qui est gardien de fait. Voilà. Donc, il se fait passer auprès des intervenants, l'école, etc. C'est moi qui amène l'enfant. Hein, voilà, c'est moi qui gère. Je dis, oui, forcément, ce parent-là a exclu l'autre parent. Donc, comment l'autre parent pourrait être apte alors que justement, on l'empêche de voir son enfant et que c'est son combat. Voilà. Et là, il y a une différence de traitement et il y a un besoin de formation des personnels. Et notamment au niveau des écoles. Oui, je vous donne la parole tout de suite, je termine et je vous donne la parole tout de suite. Notamment au niveau des écoles. Alors, en France, on a la chance d'avoir les espaces numériques du travail.
Et donc, normalement, les deux parents ont accès à l'espace numérique du travail et beaucoup d'informations à ce système-là, et c'est très bien. Et ça consacre l'égalité parentale et l'autorité parentale partagée, qui est un des piliers de la loi en France. Pour autant, il y a des personnels de l'éducation nationale, pas tous, hein, certains agissent très bien, ils voient un nouveau parent se présenter, bonjour, je suis le parent de tel ou tel enfant, voilà, très bien, ok, ben, très bien. Vous avez ces droits-là, oui, on va vous inscrire sur l'espace numérique du travail. Il y a d'autres parents qui ont des réticences parce que le parent aliénant leur a présenté l'autre comme quelqu'un de potentiellement problématique. Et donc, le parent aliéné exclu se retrouve arrivé dans une situation où on le suspecte, où on le questionne, où on le... Et sachant qu'en plus, c'est un parent qui se retrouve remis en cause dans sa légitimité, puisqu'il est exclu en permanence. Et il vit une situation qui est ultra violente, c'est-à-dire que moi, je vois des parents qui, par exemple, au moment de Noël, vont moins sortir dans les rues parce qu'il y a des décorations de Noël et que c'est trop dur pour eux. Qui vont éviter des parcs pour enfants parce que les parcs pour enfants, c'est se rappeler le fait que leur enfant n'est pas là et que ça, c'est trop dur aussi pour eux. Et ce sont des parents qui se retrouvent, dans le cadre de notre société, délégitimés. Et cette délégitimisation, elle est ultra violente et elle meurtrit ces parents-là sur la durée. Et quand après, il faut aller voir l'école, parce qu'ils ont envie d'aller voir, parce qu'ils défendent leurs enfants, et qui se retrouvent face à certains personnels, pas tous, mais certains personnels, qui vont les questionner, voilà, finalement remettre en cause leur légitimité, et ben ces parents-là vont se retrouver à nouveau face à une sorte de mur. Et c'est une difficulté qui peut s'ajouter aussi. Et là-dessus, la formation et la sensibilisation des professeurs est importante. Et je vous donne la parole, je vous dis intervenir. Oui, alors moi, le problème que j'ai encore en plus, c'est que depuis ce qui s'est passé, j'ai pas accès à l'école, j'ai pas le droit d'aller aux réunions. Il a tellement bourriné les écoles, j'ai pas les bulletins scolaires de ma fille, ben, j'ai plus rien, quoi. Je suis restreint à la maman qui reste dans son coin et puis le monsieur il fait ce qu'il veut. Alors déjà, après un moment où un parent a l'autorité parentale, alors il y a plusieurs choses. Si les contacts sont définis par la juge, par exemple dans les lieux de médiatisation, voilà, effectivement, les contacts à l'école vont pas être possibles ou très complexes du fait qu'il y a une décision judiciaire. Par contre, l'accès à l'information, c'est une obligation légale pour toutes les autorités doivent donner aux parents ayant autorité parentale. Et ça, c'est une obligation légale. Donc, s'il n'y a pas de fourniture de ces informations-là, ben, c'est écriture d'une lettre en recommandé à l'école, en copie au rectorat, et puis pour demander l'accès. Et si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à contacter le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. C'est-à-dire qu'encore là, il faut se battre pour juste, pas demander quelque chose d'exceptionnel, mais juste avoir l'application de la loi telle que décidée par la représentation nationale. Voilà. Il y a des obligations et les établissements scolaires sont soumis à ces obligations-là et le recommander peut être une bonne manière de rappeler. Voilà. J'ai déjà fait tout ça. Oui. Alors après, voilà. Alors après, écrire au ministère. Et après, la presse. Alors la presse, ben voilà, ben, s'ils sont intéressés, ils en parlent. Sinon, malheureusement, c'est un thème qui est assez peu abordé. Qui est assez peu abordé. Et c'est aussi, très compliqué. C'est très compliqué parce que aussi il y a tous ces mouvements, encore une fois, qui disent bah non, ça n'existe pas, voilà. On balaye tout d'un revers de la main. C'est ultra violent pour toutes les victimes, pour les enfants déjà, et pour toutes les mères et les pères qui vivent ces situations-là. C'est dire à des personnes qui sont victimes, non, vous n'êtes pas victime. Je crois que ça, dans tous les fléaux, c'est quelque chose d'une extrême violence. Et pour moi, ça ne devrait pas avoir sa place nulle part. La base des relations humaines, ça doit être le respect. Voilà. Ouais. C'est un peu comme, vous voyez, je fais une comparaison avec un autre fléau qu'on connaît malheureusement depuis la nuit des temps, à savoir le viol. On va dire à une personne qui a été violée, comment étiez-vous habillé ce jour-là, voilà. Donc c'est dire à la victime, ah bah finalement ça va être votre faute. C'est une inversion de la responsabilité. La responsabilité, c'est toujours la personne qui agresse, c'est toujours la personne qui manipule, c'est toujours la personne qui est dans l'emprise et la toxicité. Elle est là, la responsabilité. Voilà. Ça, c'est fondamental de le rappeler. Parce que dans l'aliénation parentale, on est toujours face à des parents qui sont dans l'agression de l'autre en permanence. Pas forcément physique, mais dans l'agression permanente de l'autre. Elle peut être physique, il y a des cas de violence physique. Mais... Voilà.
Et c'est là que quand on voit tous ces discours qui disent non, ça n'existe pas, moi je renvoie ces personnes à leur violence et à la part de responsabilité qu'elles ont dans les violences de l'aliénation parentale. Moi, on parlait de l'école. Et moi, j'étais une maman très investie au niveau de l'école de ma fille, que ce soit pour les sorties scolaires, faire les crêpes parties. Donc, j'étais là depuis des années. Et quand ma fille est arrivée en CM2, donc année de séparation de son père et moi, j'ai été un jour, j'appelle pour dire que c'est moi qui viens chercher ma fille à l'école. Et on me dit, mais est-ce que le papa est au courant? Comment ça, j'ai toujours mon autorité parentale, je vois pas en quoi, pourquoi papa devrait être au courant que je vais chercher mon enfant à l'école. Et après, je reçois un message de monsieur me disant qui sera également présent. J'ai senti sur le visage du directeur un jugement. Après, j'ai été témoin de diffamation, que ce soit au sein de l'école ou dans la sphère privée aussi. Et ce qui fait aussi qu'il y a aliénation parentale et manipulation de l'enfant, c'est qu'elle entend tous ces mensonges quotidiennement pour sa mère, forcément. Et après, voilà, aujourd'hui, elle se retrouve dans un conflit de loyauté et essaye de sauver, voilà, le parent le plus massacré de la séparation. Mais au niveau de l'école, oui, en effet, j'ai été quand même sidérée. Aussi, une fois, ma fille m'avait donné rendez-vous pour son bal des CM2 à 18h, pour éviter que je croise le papa, que ça commençait à 17h. Et à la dernière minute, j'ai reçu un message vocal de la personne responsable de la soirée, me disant de ne pas venir aider pour la décoration, que ça pourrait perturber ma fille. Alors que j'ai toujours été là pendant 5 ans. Et que cette personne est exclue d'école aussi. Voilà, tout à fait, ouais. Ça typiquement, ce sont des comportements qui sont problématiques et l'école n'a pas à exclure un parent à partir du moment où ce parent a l'autorité parentale et apte. Voilà, de quel droit on empêche un parent dans cette situation-là. Voilà. Ils l'ont fait parce que après, moi, je n'osais même plus m'approcher de l'école. C'était même en arrivé là, c'est qu'après, j'avais peur. Et je pense que c'est là que certaines écoles, pas toutes, hein, il y en a qui font un travail différent, mais certaines écoles peuvent participer à la situation et faut arriver à se battre contre ça. C'est-à-dire que moi j'ai déjà accompagné effectivement des parents qui allaient à la réunion de préparation de la fête de l'école et qui s'étaient trouvés en présence de leur ex-conjoint, de l'autre parent, et qui avait créé scandale. Voilà, ce parent qui avait fait scandale, qui était aliénant et voilà. Donc personne me demandait d'y aller avec elle, donc j'accompagnais comme ça des parents dans des réunions et voilà. Le parent aliénant avait dit à tout le monde et même au juge, que ce parent-là lui lançait des regards noirs tout le temps et la menaçait. Voilà. Donc l'équipe était un peu embêtée, était un peu voilà. Bon, en fait, ce parent-là qui était exclu, qui veut une aliénation parentale, s'arrangeait pendant toute la réunion pour qu'il y ait toujours des personnes, des individus qui cachent l'autre parent de son regard, pour couper tout ça, voilà. Et moi, j'étais témoin, puis je me suis présenté aussi en tant que représentant de l'association en droit du parent et de l'enfant, en disant que j'accompagnais cette personne. Mais c'est vrai que du coup, ce retour dans le contexte scolaire est difficile. Ce retour dans le contexte scolaire est difficile parce que les parents ne savent pas et parce que les enseignants ne savent pas, les dirigeants d'école, les directeurs, directrices ne savent pas. Et on leur tient un discours qui est souvent tenu sans que le parent s'y attende, l'autre parent s'y attende. Et donc, du coup, ça devient un petit peu une réalité. Ça devient un petit peu leur opinion sur le sujet. Et donc, le parent qui est exclu doit venir se présenter, réexpliquer. Sauf que souvent dans une discussion, ce qui est dit en premier reste. Voilà. Donc, il faut déconstruire pas mal et il faut se battre pour obtenir. Voilà. Et là, c'est vraiment un combat. C'est-à-dire que en tant que parent, j'ai le droit d'être là pour aider à la décoration pour la fête. Et pourquoi vous dites que ça dérangerait ma fille? En quoi ça dérangerait ma fille? Quels sont vos éléments? Si vous avez des éléments à me transmettre, donnez-les-moi parce que ça n'est pas normal. C'est important. C'est important. Et c'est là aussi que il faut se battre, voilà, et que on touche les personnes qui sont victimes d'aliénation parentale, les mères et les pères qui vivent ces situations et leur famille, parce que la famille est aussi touchée dans son ensemble, les grands-parents, mais les oncles et tantes, les cousins, les cousines. Voilà, on peut arriver à des situations, il y a un cousin qui dit, mais moi, tu te rends compte que c'est ma cousine et je ne la connais pas. Voilà. Ou je ne le connais pas, c'est un garçon.
Toutes ces situations-là existent, c'est une violence qui est faite à toute la famille. Voilà. Et toutes ces personnes-là et les parents victimes vivent dans une situation très difficile financièrement, parce que faut payer des avocats, faut éventuellement faire des déplacements s'il y a un éloignement géographique volontaire, les EGV, et puis des rendez-vous d'audience qui sont très difficiles moralement, et puis le quotidien. Le quotidien, c'est quelque chose qui est important à percevoir pour les personnes qui ne vivent pas ces situations. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont à côté de vous dans la vie de tous les jours, mais elles ne vivent plus. Voilà, ça c'est important de le percevoir. Je parlais d'éviter des parcs pour enfants, d'éviter la décoration à Noël, d'éviter tout ce qui peut rappeler l'enfant et rappeler l'absence. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, quand vous êtes dans un endroit, par exemple, je sais pas, vous sortez quelque part, voilà, en journée ou la nuit, peu importe, vous sortez quelque part, vous retrouvez, je sais pas, un lieu où il y a d'autres personnes et vous êtes mal à l'aise. Parce que celui-là, vous êtes désagréable. Celui-là, vous vous sentez pas en sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez. Vous partez, vous allez ailleurs. Vous fuyez le lieu, vous évitez les personnes et vous vous mettez dans un lieu en sécurité. Voilà. Et c'est la réaction humaine normale de protection. Dans l'aliénation parentale, les parents qui sont victimes, ils ne peuvent pas fuir. Pour une raison bien simple, c'est qu'on ne peut pas fuir l'absence. Ça, je le dis souvent, on ne peut pas fuir l'absence. Et pourtant, ces personnes-là se sentent très mal à l'aise à un point qu'on a du mal à imaginer l'extérieur. J'ai besoin d'un suivi psy très poussé, parce que pendant 7 mois, j'ai été complètement repliée sur moi-même avec un sentiment de persécution aussi. Et j'avais écouté la psychologue de ma fille à l'époque qui me disait, je lui dis, est-ce que je devrais être là, vous pensez, pour la rentrée scolaire, parce que ma fille est en colère, elle me dit, pour l'instant, ce serait bien que vous respectiez son choix, qu'elle n'ait pas envie de vous voir. Je dis, bon, si vous me dites que c'est la meilleure solution, vous êtes professionnel, c'est vous qui savez mieux. Et c'est ce que j'ai fait, j'y suis pas allée, c'était la première fois que je faisais pas sa rentrée. D'entendre les enfants passer dans la rue avec leurs parents, avec leur cartable, à les voir passer, ça m'a complètement anéanti. Et en plus, ce jour-là, il en a profité pour mettre un peu l'école dans sa poche, malheureusement. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de me souvenir de tout. Je prends une petite note rapide. Déjà, toutes les personnes qui vivent ces situations-là, aussi résistantes que vous êtes mentalement, il faut se faire suivre. Il faut se faire suivre par un psychologue, par un professionnel. Il faut avoir quelqu'un, un professionnel, auprès duquel il est possible de vider son sac, de tout raconter, de tout dire, d'être entendu. Je pense même plus largement, toutes les personnes qui sont victimes doivent avoir cette écoute, c'est important. Et dans l'aliénation parentale également. Ça, c'est important, c'est fondamental. Faites-vous aider. C'est un travail aussi à faire sur soi-même pour se protéger dans la durée. Parce que l'aliénation parentale, elle est dans la durée. Et mettre toutes ses forces pour essayer de gagner un combat, c'est risquer de perdre en énergie et justement de pas durer. Alors pour l'enfant, il faut être là dans la durée, il faut se trouver des pauses, il faut arriver à se protéger, il faut arriver à trouver un cocon pour vivre à côté, malgré tout, malgré l'absence qu'on ne peut pas fuir. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est que tu as évoqué, Sarah, et qui existe pour toutes les personnes, c'est le repli sur soi-même. Le monde extérieur est dangereux et difficile, l'absence est partout. La situation est une trahison de l'ancien conjoint ou l'ancienne conjointe et vient questionner toutes les relations humaines. Et ça, c'est difficile. On est trahi là par un homme, là par une femme qui était une personne importante dans notre vie. Et on se dit, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Alors, évitons les surgénéralisations, bien sûr. Non, not all women, not all men. Non, c'est important de le dire. C'est un cas particulier, ce sont des cas particuliers. Mais pour autant, la personne qui est victime est dans une méfiance parce qu'elle a besoin de se protéger. Et ça, on peut tout à fait l'entendre et le comprendre, et il faut y être attentif.
Et d'ailleurs, c'est la personne qui va faire un cheminement pour pouvoir après envisager de nouveau une relation. Et pouvoir envisager ensuite de nouveau quelque chose de, j'ai envie de dire, pas anormal, voilà, dans une relation. Bah. Et enfin, troisième point, c'était l'école que Sarah a évoqué. Et là, on est à un comportement qui est effectivement typique d'un comportement qui pose problème. Madame ne venait pas parce que, voilà. Bon, comme je dis assez souvent, c'est beaucoup plus facile d'enfoncer une victime que d'affronter un bourreau. Voilà. Et c'est la facilité. C'est la facilité. Quand les deux parents se retrouvent en situation d'aliénation parentale, et une situation d'aliénation parentale créée par un des parents, les deux parents se retrouvent à l'école, le parent aliénant, il va créer un problème. Il va créer un esclandre. Il va créer une tension avec l'enfant. C'est une technique. C'est une technique, c'est très simple et ça marche très bien. Et en général, les professionnels qui sont là, qui ne sont pas formés à ces situations-là, vont demander aux parents qui apparaît le plus sympathique ou le plus malléable écoutez, madame, écoutez, monsieur, si vous pouvez partir parce que là, voilà, il y a un conflit, voilà. Et sachant que c'est ce même parent exclu qui en plus est touché dans sa légitimité et qui du coup a tendance à accepter. Ah oui, alors tout à fait. Alors, déjà, il est touché dans sa légitimité, donc il a tendance à accepter. Et en plus, ça montre à l'enfant qui décide. Ça veut dire que ça montre à l'enfant l'autorité du parent qui te contrôle finalement. Enfin, il ne sait pas qu'il contrôle parce que c'est une emprise. Mais ce parent-là qui exerce une autorité sur toi a aussi une autorité sur l'école. Voilà. Et donc là, c'est pour l'enfant, c'est un des barreaux de la prison. Et c'est très très grave. Et donc, quand on est dans ce type de situation-là, justement, pour toutes les personnes qui vivent ces situations-là, qui sont en situation d'aliénation parentale, qui la vivent au quotidien, battez-vous. Battez-vous. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est dire à l'école, faut dire à l'école, écoutez, je vois qu'il y a un esclandre, mais premièrement, je ne suis pas l'autrice ni l'auteur de cette esclandre. J'ai le droit légalement d'être ici. Et par contre, monsieur ou madame qui est là, qui fait problème, vous devriez le rappeler à l'ordre. Mais moi, je ne bougerai pas d'ici, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème. Il crée une situation qui est dangereuse pour l'enfant et qui est problématique. Et je dis ça, vous savez, vous dites, ah, mais comment il a pensé, voilà. Moi-même, je me suis fait avoir. On se fait tous avoir au départ. On est gentil. Un professeur vient vous voir et vous dit, mais bon, écoutez, madame, monsieur, si vous pouvez, voilà, il y a un problème, vous voyez, pour votre enfant, c'est pour mon enfant en plus, waouh. Ah oui. Eh ben non. J'ai le droit d'être là et pour mon enfant, on a le droit d'appliquer et de respecter les droits de l'enfant et de respecter un respect égal pour chacun. Voilà. Et ça, c'est une bataille parce que au quotidien, et c'est là, on jette pas la pierre sur ces professionnels-là, ils sont pas forcément formés, ils n'ont pas forcément connaissance de ces situations-là, mais eux comme nous, voilà, on est gentils, on accepte, mais eux aussi quelque part ils acceptent, ils essaient de trouver une solution la moins embarrassante, et voilà, quelque chose de simple pour eux aussi. Et quelque part quand on s'oppose, ça les embarrasse, et on peut le comprendre. Mais pourtant, il faut se battre pour remplacer les usages, c'est-à-dire l'habitude, par la normalité. Parce que les gens confondent toujours. Ils croient que l'habitude, c'est normal. La normalité, c'est ce qui se fait. Non. Ce qui se fait, c'est souvent anormal. C'est une habitude. Et il faut en prendre conscience et la critiquer pour aller vers ce qui serait normal. Et là, avec l'école, il y a toujours ces problématiques-là qui se retrouvent et c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Faut déjà se faire confiance. Des méthodes pratiques pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Déjà dire, je vais y aller. Je vais à l'école, j'ai le droit d'y aller. Si on a le droit d'y aller, effectivement. Ou du moins, on peut aller pendant que l'enfant n'est pas là ou pendant 2 horaires pour rencontrer l'équipe, par exemple. Parce que par exemple, quand on a des rencontres en lieu médiatisé, on peut vous critiquer d'être venu voir l'enfant à l'école. Voilà. Ça, c'est tout un truc. Est-ce qu'il y a ou pas droit ou pas? Dans tous les cas, vous avez le droit de voir les professeurs, de vous entretenir avec les professeurs, vous avez l'autorité parentale, de voir le directeur ou la directrice de l'école,
de parler avec toutes ces personnes-là, d'échanger, de se renseigner, d'avoir accès aux espaces numériques du travail, etc. Donc déjà se dire, je vais y aller. Deuxièmement, avant de passer le portail, avant de vraiment se présenter devant l'école, bien se dire à soi-même, je suis un parent, j'ai l'autorité parentale, je suis, moi, en tant que parent, je suis légitime. Voilà. Je suis légitime. Se le dire. Vous avez le droit de vous le dire. C'est important. Et après, y aller. Et penser aussi, je sais que les situations sont difficiles, que les pleurs ne sont pas loin, que les épreuves font qu'on est souvent dans une relation potentiellement conflictuelle, justement quand on dit, non, moi je reste là, j'ai le droit d'être là. Et que du coup, ça peut créer des conflits là où, malheureusement, les conflits ne participent pas à l'amélioration de la situation. Et donc aussi, troisième truc ou astuce, c'est penser à sourire, à essayer d'être dans la bienveillance avec les personnes que vous avez en face de vous. C'est pas évident pour eux aussi, ils n'ont pas forcément conscience de l'implication de leurs choix et de leurs actes dans ces situations. Je suis allée justement à l'école, elle a changé d'école, du coup elle est au collège. Et donc après avoir discuté de tout ça, on m'a quand même dit une petite phrase qui pique, c'est vous allez quand même pas rôder aux alentours. Non, c'est pas prévu, mais après tout, on habite la même ville, donc si je passe par cette rue, c'est pas un crime non plus. Mais, alors c'est très intéressant. Effectivement, ces petites phrases qui peuvent être dites par des personnes et qui en plus, alors ces personnes-là sont-elles de bonne foi et disent cette phrase-là comme ça parce qu'elles ont une inquiétude, ou ces personnes-là sont dans une certaine manipulation et une phrase qui est dite de manière violente en connaissance de cause, on ne peut pas trancher. Ça dépend des personnes, ça dépend des individus, ça dépend de plein de choses. Donc ne tranchons pas puisqu'on ne sait pas. Pour autant, c'est clair que c'est le genre de phrase qui met en sidération complète. Mais comment on me dit ça à moi? Waouh. Voilà. Et puis souvent, le plus simple, c'est de dire, vous savez, chacun est libre de se déplacer librement dans la ville, et vous aussi, voilà, avec un sourire, voilà, et c'est de renvoyer à l'absurdité de la remarque, voilà. Bon. Et c'est pas évident sur le coup, parce que les premières fois où on est confronté à ce genre de situation, on sait pas trop comment réagir, on n'est pas à l'aise, on se sent pas forcément légitime. Il y a tout un travail à faire et une gymnastique qu'on acquiert aussi petit à petit. Et j'essaie, une personne qui on essaie de donner des petites ficelles, mais l'autre jour aussi, j'abordais le sujet d'aliénation parentale avec une personne et qui me répond que vous dites. Donc ça pique un peu, oui, ce que j'ai dit, mais j'ai également des preuves écrites, des témoins, des témoignages, une vingtaine de personnes, hein, ça commence à faire un chiffre, donc c'est pas que je dis moi, c'est que les faits sont là. Et encore une fois, comme c'est une toute petite majorité, du coup, on n'est pas pris au sérieux, on pense que c'est des mots fourre-tout et qu'on accuse sans preuve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai preuve, quoi. Et oui, ce genre de réflexion peut faire très mal au retour. Alors, effectivement, c'est là qu'on voit toutes les conséquences et dramatiques du déni. Voilà. Et de tous ces gens qui disent que, soi-disant, ça n'existerait pas. On se retrouve à cause de ça avec des enfants qui ne sont pas aidés alors qu'ils sont dans des situations de détresse dramatiques. Et ça c'est très très grave. Et comme on dit toujours, il y a des gens qui vous disent faut savoir pardonner. Pardonner à l'autre, pardonner machin, faut savoir pardonner. Alors, faut savoir, moi je dirais autre chose. Bien sûr, faut savoir pardonner, mais il faut savoir pardonner déjà ce qui est pardonnable. Il y a des choses qui sont impardonnables. Et ça, il est hors de question de me pardonner. Voilà, que les choses soient claires. Alors après, il ne faut pas être dans la rancœur. C'est parce qu'on ne pardonne pas qu'on reste dans la rancœur. Il faut le vivre. Voilà, je ne pardonne pas. Voilà, c'est ma décision. Je le vis de manière calme, posée, tranquille. Voilà. Après, pour revenir à voilà, c'est ce que vous dites. Eh bien, j'aime bien reprendre aussi ce que disait Jacques Biolay dans son livre Enfant libre ou enfant otage. Lui parle de la notion d'exclusion parentale. Donc,
cet aspect est intéressant parce qu'il y a l'exclusion parentale et l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est une emprise psychologique. Elle se met en place souvent avec l'exclusion parentale, qui est une diminution dramatique des contacts. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas déjà une sorte d'exclusion parentale quand, dans son fonctionnement classique, la justice impose à l'enfant un parent principal à 75% du temps et un autre parent secondaire à 25% du temps. Voilà. Bon, avec éventuellement du sexisme derrière, puisque statistiquement, c'est 75%, c'est très massivement les mères, comme si c'était entre guillemets leur rôle dans une vision très 19e siècle. Donc ça, c'est à questionner aussi, je pense, dans la présentation. Après, moi, au tribunal, ma fille était un petit peu écartelée entre papa et maman, c'est-à-dire que lui comme moi, on voulait la garde, sauf que ce jour-là, il a réussi à complètement me déstabiliser avec son dossier, tellement j'étais en détresse. Ça faisait 5 mois que j'avais pas vu ma fille, donc j'étais très sensible et pas bien du tout. Et ce jour-là, j'ai dit bon, qu'elle reste habiter dans la maison familiale en attendant que les choses s'apaisent. Et en fait, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule, quoi, parce qu'aujourd'hui, je me dis c'est qui à la garde. Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Et ça a été très violent pour moi après, juste d'avoir dit que, je vais te protéger, je vais te laisser rester dans la maison familiale, garder ta chambre, tes petites habitudes. Et après, reprendre le revers en disant, c'est le père qui est à la garde. Et évidemment, à aller crier ça bien haut et fort à tout le monde que la mère a un problème, alors que ça s'est pas passé comme ça. Alors effectivement, c'est aussi le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le parent aliénant va essayer de créer un état de sidération pendant les audiences. Et donc, pour obtenir cet état de sidération, il va préparer ce parent toutes sortes de flèches. Et plus les flèches sont violentes, et plus les flèches sont aberrantes, et plus les flèches touchent au cœur, plus ça marche. Et c'est vrai que pour ça, les audiences sont d'une dureté et d'une violence que les gens de l'extérieur n'imaginent pas. Les gens de l'extérieur n'imaginent pas ce que c'est. Et je me pose même la question de savoir est-ce que les juges s'imaginent ce que c'est qu'une audience pour les personnes qui sont en audience. Je pense que non plus. Voilà. Et je donne la parole, je termine juste, Stéphane, et je donne la parole. Excuse-moi, deuxième fois. Et juste, je termine rapidement. Les erreurs, par exemple, oui, gars, je te protège, machin, je te donne la garde, etc. Ou, mais est-ce que c'est un bon parent, l'autre parent? Je dis, oui, il donne à manger, elle va à l'école, ou il va à l'école. Bon, c'est le type d'erreur qu'on fait, tous, surtout au départ, où on est encore perdu, le moral est pas bon. Et faut pas s'en vouloir pour ces erreurs. Tout le monde fait des erreurs, tous les parents font des erreurs. Faut pas s'en vouloir pour ces erreurs. Faut juste en prendre conscience et savoir les corriger autant que possible après. Mais on en fait tous. Vas-y Stéphane, toi. Oui, on peut élargir un peu. On peut s'interroger sur le rôle de ce qu'on appelle les conseils, les gens qui viennent conseiller les parents dans le mécanisme judiciaire que tu décris. Ils ont une certaine expérience, une certaine pratique, ils passent de l'un à l'autre. Et tu as quand même des prestataires qui sont imposés, qui sont obligatoires, qui viennent. Et parfois, leur travail aboutit justement à cette sidération et à la mise en place de ces situations. C'est aussi une conséquence de la judiciarisation. Alors, il y a deux aspects. En fait, dans les situations de séparation conflictuelle, où là vraiment il y a un conflit parental, parce qu'il y a une mésentente, parce que avant la séparation, les gens se parlent tous les jours. Puis après, ils se parlent de loin en loin. Voilà. Donc forcément, il y a des problèmes de communication et ça peut aggraver les situations. Et là, il est important de mettre en place des médiations autant que possible, rapidement, sur un délai court, et on peut massivement déjudiciariser. Et ça, c'est important. Après, dans les situations où l'aliénation parentale se met en place, on se retrouve de fait dans la judiciarisation et des acteurs qui interviennent, notamment les avocats. Et là aussi, il y a aussi un combat à faire aussi en tant que parent, en tant que client, pour se dire déjà je suis légitime, et puis se dire aussi avant l'audience qu'est-ce que je veux moi en tant que parent, sans parler avec l'avocat, mais moi en tant que personne, à soi-même, qu'est-ce que je veux en tant que parent. Quelle est la ligne rouge, qu'est-ce qu'on franchit pas, etc.
Et une fois que ça, c'est carré pour la personne, que la personne elle est claire sur ça, en informer l'avocat et dire à l'avocat, voilà, ça c'est ma ligne rouge, il faut pas dévier de ça, c'est notre choix. Par exemple, la résidence alternée égalitaire, c'est ça qu'on veut. Voilà. Et on va pas lâcher 5% du temps, 2% du temps. Non. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on défend. Et après, le juge tranchera. Mais pendant l'audience, nous, on bouge pas, c'est ça qu'on veut. Voilà, par exemple. Et des fois, il faut se battre avec son propre avocat, à qui on a dit ça avant, parce que pendant l'audience, il dit mais on va accepter ça, puis on va obtenir comme ça plus de machin, puis on va faire une expertise psychologique. Au bout d'un moment, attendez, excusez-moi, vous êtes mon avocat, je vous ai demandé de pas franchir cette ligne rouge, et pendant l'audience, vous me demandez de la franchir. Voilà, c'est des situations qui arrivent. Hein. Donc là, il y a une problématique qui se pose. Voilà, c'est aussi à rappeler. Je dis, ben écoutez, si vous continuez sur cette ligne-là, pour votre prochaine facture, je vous paye la moitié. Hein, les choses vont être claires. Parce que le service, il n'y est pas. Voilà. Et ça peut se défendre devant un tribunal en plus. Que je vous paye que la moitié. Donc c'est aussi des fois rappeler des choses. Ça peut être un peu sec, mais bon, des fois, la relation avec les avocats, elle peut se passer très bien globalement, puis un peu mal par d'autres moments. Donc, c'est à gérer. Et je pense que les avocats aussi savent aussi, ils sont confrontés à des clients parfois un peu difficiles et ils le savent aussi. Un petit clin d'œil. Tu avais demandé conseil suite à sa requête qu'on a reçue évidemment 2 jours avant, dans l'affaire, jusqu'au bout. Et elle me dit, il serait bien de reporter l'audience. Je dis, mais ça fait déjà 5 mois que j'ai pas vu ma fille. Ça va durer encore combien de temps? Ah, peut-être 2 mois, 3 mois avec les vacances. Je dis, non, je peux plus, moi. J'en peux plus. C'est très intéressant, c'est des personnes qui vous disent, alors, qui vous disent, oui, ouais, ça sera 2-3 mois, puis il y a les vacances. Ouais. Oui, les vacances avec vos enfants, maître. Ouais. Bon, au bout d'un moment, ça fait partie d'une forme de négligence et qui constitue une violence pour les parents victimes. Et non, non, c'est pas 2 mois de plus, non. Bah oui, voilà, c'est ça. Et puis, la justice est très très longue. Et puis après, on vous demande de réagir très rapidement. Dans 15 jours, il faut écrire un courrier. Ou une semaine. Voilà, parce qu'il y a eu la décision, il y a tant de temps pour faire appel. Attendez. Et puis d'ailleurs, si pour les gens qui vont jusqu'au bout, il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, quand vous arrivez déjà à faire tous les recours, là, vous êtes éreinté complètement financièrement. Moralement, bon, c'est dramatique. Vous êtes en train de gérer le quotidien, finalement. Et là, le recours après une dernière décision judiciaire dans un pays membre, c'est 6 mois. Donc 6 mois, ça va très vite. Et, pour être plus précis, c'était 6 mois. Puisque en fait, au 1er janvier 2022, c'est passé à 4 mois. Donc c'est une manière très efficace et totalement irrespectueuse d'avoir moins de dossiers à traiter. Voilà. Et c'est ça l'objectif. Alors moi, je ne sais pas pourquoi ils sont passés de 6 à 4, mais moi, je vais vous dire franchement, mon analyse, c'est que c'est ça l'objectif. Comme ça, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est moins embêtée par tous ces dossiers, elle a moins de dossiers à traiter, et voilà. Moi, je pense que quand on a des personnes qui sont dans une détresse et financière et morale en même temps, qui sont dans une violence quotidienne de l'absence, je pense qu'un délai pour faire un recours à la Cour européenne des droits de l'homme, ça doit être au minimum 1 an. Et c'est court encore. Mais 1 an, ce serait bien. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment des améliorations à amener au niveau européen. Je vais parler qu'on va bientôt faire un live au niveau Europe. Voilà. Tout à fait, oui. Alors oui, pour les personnes qui nous suivent, faut pas hésiter à aller sur le site défendrelesenfants.eu ou .fr et donc vous aurez directement les informations sur la liste qu'on est en train de monter pour les européennes et sachant que c'est une liste qui va nous permettre de parler du sujet et d'amener le sujet à Strasbourg pour qu'il soit abordé et pour amener des idées de réforme, des idées d'amélioration, parce qu'il y en a. Il y a beaucoup à faire. Et quelque part, c'est très bien, il y a plein de choses à changer, hein. Plein de choses à améliorer. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Il y a du pain sur la planche. Voilà. Merci Stéphane pour l'illustration en vidéo, défendre les enfants. Voilà, la plaquette. Génial, à lire.
Le programme qui est en ligne, qui est détaillé, qui est intéressant, super. Bah, je ne l'ai pas à côté de moi, je suis désolé. Je l'ai quelque part, mais je ne sais pas où elle est. Voilà, faut que je la Je suis cherche. tombée quand même sur ceci. Bon, c'est pas au niveau Europe, mais en tout cas, c'est francophone. D'accord. Un inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale, comme ils ont noté. C'est une trousse de soutien à l'évaluation du risque d'aliénation parentale. Donc, il y a 44 indicateurs. Donc, juste après ça, vous avez 2 pages de caméra, et 2 pages avec à cocher. Je l'ai trouvé très intéressant, justement quand on parle de prévention, de donner peut-être, les personnes disent qu'il manque d'outils. Je trouve que c'est un outil assez remarquable. Complètement, oui. Par mail, c'est assez intéressant. Et à partager. Et à partager, en effet. Et moi qui étais dans la zone test, donc comme ils ont marqué expérimentation d'une médiation obligatoire préalable au contentieux familial, donc avant de passer devant le juge. Donc moi je suis à Bordeaux. Je sais pas si je vais dire ça. Non, oui, de le dire que cette médiation soit obligatoire, mais partout sur le territoire, en tout cas en France. Alors, ça, je trouve que on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est la déjudiciarisation. C'est-à-dire qu'on fait une médiation, voilà, pour tous les cas, et comme ça, on diminue le nombre de dossiers présentés en justice. Très bien. Moi, je trouve ça très bien. Par contre, la médiation, c'est court. Hein. Voilà. C'est pas 6 mois plus tard, quoi. C'est pas 6 mois plus tard. Ah bah oui, mais on a loupé un rendez-vous. Non, 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 non. Le temps de l'enfant, l'enfant, il se construit pendant 6 mois, et 6 mois pour un enfant, c'est énorme. Je trouve que justement, ça devrait être obligatoire. Enfin, déjà, là, il marque dans le cadre d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire. C'est obligatoire, donc les 2 parents se présentent une fois, mais après, quand l'autre il vient pas, bah, le temps il y a des reports, et bah, tout ce temps-là est perdu parce qu'on n'a pas pu saisir le JAF en temps voulu, parce qu'il faut faire cette médiation. Je comprends, mais il faut qu'il y ait des règles et des sanctions si le parent ne les respecte pas, par contre. Tout à fait. Là, on touche aussi à un autre aspect du programme de la liste Défendre les enfants. C'est-à-dire qu'on propose aussi qu'il y ait une numérisation des procédures, une numérisation des informations. Et par exemple, une médiation avec un parent qui ne se présente pas, ça doit être noté. Telle personne ne s'est pas présentée. Il y a eu un report pour cette raison-là. En fait, après, la répétition peut amener à avoir un indicateur fiable de la situation sur un dossier. Et c'est important de voir ça. Quand un parent, de manière récurrente, a des problèmes de présence, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans la décision finale à prendre. Si rendez-vous. Donc, il faut un outil pour avoir un suivi. Si rendez-vous pas honoré, c'est très voilà. dur à encaisser. Un grand classique de l'aliénation. Ça tombe bien, c'est noté dans le dossier. Donc. Voilà. Bah écoutez, on a un petit live de 1h48. Oui, on est pas mal. On est pas mal. Merci à toutes les personnes qui nous ont écouté, les personnes qui ont pu aussi intervenir en texte pendant les échanges. Et puis, je vous propose d'en terminer là, si ça vous convient à toutes et à tous. Très bientôt, du coup, pour le prochain live. À très bientôt pour le prochain live. C'est dimanche. Ah oui, c'est vrai, 15h. Voilà, 15h. Merci beaucoup. Sarah qui nous rejoint, là, qui fait son live et tout. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là aussi. Grâce à vous que on garde espoir quand on est perdu. Et surtout qu'on n'est pas seul. En plus, moi, je suis maman, donc quand j'ai découvert un petit peu les SOS papa en colère, en fait, je me dis, mais c'est ce que je suis en train de vivre. C'est horrible, cette souffrance qu'il y a derrière et qui dure depuis des années. Waouh, on arrive dans un monde un peu particulier. En fait, on vit pas dans le monde réel tous, on vit tous dans la représentation qu'on a du monde. Et on nous a fait grandir c'est le cerveau qui est comme ça, voilà. Il a construit sa représentation et on vit dans cette représentation-là. Et en fait, on a construit plein de choses, pendant une belle représentation avec des médias, des personnels politiques, etc., un contexte, une école, une vie, un parcours de vie aussi. Et finalement, la justice fonctionne, tout va bien.
Et en fait, quand on découvre ces situations-là, quand on se retrouve forcé à rentrer dans ce type de situation-là, bien malgré nous, ce monde-là s'effondre. Et c'est pas facile non plus à comprendre et à vivre pour des gens qui sont encore dans une certaine mythologie d'un monde où tout fonctionnerait beaucoup mieux que la réalité. En tout cas, une chose qui est importante, je pense, pour terminer ce live, c'est que on se dit, mais si entre nous, voilà, je me sens moins seul, je me sens moins seul. C'est ça qu'il faut dire à toutes les personnes qui vivent ces situations-là. Non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est des milliers, des dizaines de milliers de parents qui vivent ces situations-là, et on est avec vous. Voilà. Faut pas hésiter, faut réagir, faut contacter les autres, et faut pas rester seul. Faut se faire aider, comme on l'a dit, et on est nombreux et on sait tous ce que c'est. Et courage à toutes et à tous. Courage à tous. Bon courage. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.